fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Je ne suis pas disponible. Ah oui, j'ai un épisode et It Is, le podcast à écouter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de It Is le podcast. It Is le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors pour ce nouveau numéro, je reçois aujourd'hui Spades. Bonjour. Je reçois également Wiz. Bonsoir. Je reçois Yetcha. Salut à tous. Et Mikado Twix. Salut boule de gomme. Ah, un podcast sur Malabar, toujours intéressant. Quand il y en a marre. Il y a Malabar. Alors, chers auditeurs, auditrices, pour ce nouveau numéro, nous allons nous attaquer à un gros morceau du dessin animé des années 80, à savoir le Capitaine Flamme. Avant toute chose, quand même, je tiens à vous rappeler donc la magnifique illustration d'Éric Bouvet qui nous illustre nos numéros depuis quelques mois déjà, qui d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coup de pub, a organisé une exposition donc en début du mois de décembre au Café Bête et Méchant dans le 11e à Paris, en partenariat. Donc il y a eu une journée dédicace avec Michel Barouille, avec Liliane Davis et avec Dominique Poulain, donc trois voix très connues des génériques de dessins animés des années 80. Et à cette occasion, donc Éric Bouvet a mis en vente des illustrations en relation avec les différents génériques de dessins animés chantés par ces trois grandes voix du dessin animé. Sinon, nous rappelons également que la page Facebook Génération 80s, avec leurs publications nombreuses et variées, avec notamment une publication sur des décalcomanies qui ont particulièrement plu à Yetcha a priori. Carrément. Donc, c'est une page Génération 80s qui nous rafraîchit tous la mémoire au niveau des années 80, donc n'hésitez pas à aller nombreux sur cette page Facebook. Voilà, donc ça c'était pour les petits rappels sur nos différents partenariats et notre illustrateur. Alors, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui discuter autour d'un gros sujet, à savoir le Capitaine Flamme, dont bien évidemment nous allons nous écouter le générique français. C'est parti. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Si loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Alors, on peut sans hésiter dire que ce générique fait partie des plus emblématiques des années 80, ce qui va nous permettre d'introduire le sujet habilement avec Spades qui va nous raconter d'où vient le fabuleux Capitaine Flamme. Et oui, et avant de parler du dessin animé des années 70 qui a bercé notre enfance, il faut qu'on remonte à beaucoup plus loin, et avec quelque chose qui s'appelle les pulps. Est-ce que vous savez ce que c'est exactement ? Non. Bah moi je sais, mais bon. Bah vas-y, donne ta définition. Eh bah le pulp, en gros, c'est un film de 1994 de Quentin Tarantino. Ah, j'ai pas osé la faire, quoi. Non, ah mince, non mais... C'est une fiction, non ? Oui, enfin j'ai envie de dire, c'était un peu les magazines noir et blanc un peu jetables, non ? Des années 40-50, non ? Voilà, en fait, c'était les précurseurs des magazines littéraires, qui ont officié dès la fin du 19e siècle. C'était des magazines qui étaient très peu chers, pour deux raisons. La première, c'est le papier qui était une catastrophe, très pulpeux, d'où le nom des magazines, et c'était aussi parce que les auteurs étaient payés au lance-pierre. Mais malgré ça, on avait quand même des grands auteurs qui étaient publiés dans les pulps, notamment Jack London, donc l'auteur de Cro-Blanc, L'Appel de la Forêt, mais aussi des grands romans sont issus des pages de pulp. Par exemple, les romans noirs les plus célèbres, Le Faucon Maltais, Le Grand Sommeil, Le Facteur sonne toujours deux fois, étaient publiés dans un magazine qui s'appelait Black Mask. Des magazines pulp légendaires, il y en a eu plein, notamment Argosy et surtout Weird Tales. Et c'est en 1928 qu'un jeune homme du nom de Edmond Hamilton commence dans les pages de Weird Tales. Alors Weird Tales, c'est celui dont on a parlé dans Conan le Barbare. Tout à fait, et en fait le truc c'est que ce jeune Edmond Hamilton, il va rapidement devenir un des fers de lance du magazine, aux côtés de Robert Howard, le créateur de Conan, mais aussi aux côtés de H.P. Lovecraft, le créateur de Cthulhu. Et lui aussi, il a fini pendu ou quelque chose comme ça, non ? Non, lui il a bien vécu. D'accord. Il avait 24 ans quand il a commencé en 1928.
88 dans Weird Tales et il est mort en 79. Donc on peut dire qu'il a eu une belle vie. Et donc son nom est pas franchement connu du grand public actuellement, mais c'était un vrai grand maître de l'âge d'or de la science-fiction américaine. Et surtout, il a inventé le space opera. Donc le space opera, c'est un style d'aventure spatiale, des héros qui se baladent de galaxie en galaxie pour sauver des princesses en péril. D'accord, on n'est pas du tout dans la thématique actuelle en ce moment, quoi, non ? Non, à peine. À peine, hein. Pour expliquer, son roman le plus célèbre s'appelle Les Rois des Étoiles. Ça raconte l'histoire d'un homme de notre époque qui se retrouve balancé dans le futur, dans le corps d'un roi des étoiles, au moment où va se déclencher une guerre intergalactique. C'est vraiment un super roman que je conseille de lire. Hamilton, il a beaucoup influencé notamment un petit film d'auteur dans les années 70 qui s'appelle Star Wars. Le côté très KPDP de Star Wars vient vraiment des histoires de Hamilton. C'était quelqu'un qui a vraiment tout influencé là-dessus. Sa femme, Lee Brackett, s'est notamment retrouvée à être scénariste de l'Empire contre-attaque. Après, Edmond Hamilton, voilà, c'était vraiment une méga star à l'époque, dans les années 40, et un jour, un éditeur du nom de Mort Wessinger, qui travaillait pour les magazines Thrilling et Better Publication, voulait créer un magazine pulp autour d'un seul personnage, à la manière de ce qui se faisait déjà avec des personnages comme Doc Savage ou The Shadow, qui était un magazine, mais qui racontait des aventures tout le temps du même personnage. En gros, c'était ce que nous, on avait en France avec Bob Moran ou OSS 117. The Shadow, je te coupe, c'est pas un film avec Alec Baldwin ou un truc comme ça, non ? Il y a eu un film. Ouh là là, c'était mauvais. Ah oui, la vache. Le film est exécrable, mais le personnage de The Shadow... Ouais, il est assez charismatique quand même de cette période, non ? C'est un personnage qui est très culte pour les Américains, et c'est notamment Batman a entièrement plagié The Shadow. Ah d'accord, parce que bon, enfin après on va pas rentrer dedans, mais c'est quoi le personnage noir, etc., tourmenté et tout, quoi, non ? Voilà, c'est ça, c'est D'accord. un justicier très dur avec les criminels, quoi. Il existe aussi un film Doc Savage qui mérite le coup d'œil pour son doublage français assez original. D'accord. Mais donc là, le projet de Mort Wessinger, c'était de créer un magazine autour d'un de ses personnages héros et de donner les mains libres à Edmond Hamilton pour qu'il crée le personnage de ses rêves, parce que voilà, Edmond Hamilton était vendeur. Mais je pense que Yetcha pourra mieux nous en parler, non ? C'est ce que j'allais dire. Yetcha va nous parler de la naissance du Capitaine Flamme. Comme le disait Spades, le projet initial revient à Mort Wessinger, qui ira d'ailleurs dès 1941 chez DC Comics. Chez qui Edmond Hamilton a beaucoup travaillé d'ailleurs. Oui, et il inventa ce héros dans l'idée que Edmond Hamilton, qui était passionné de science et d'astronomie, en écrirait les aventures. Et c'est pour ça un petit peu qu'ensuite il a été considéré comme l'un des pionniers du space opera en fait. Le premier manuscrit qui a été consacré à ce justicier galactique, de son vrai nom Curtis Newton, il date de 1939. Rien à voir avec Newton, tout ça, les corps, tout ça. Alors, il s'est peut-être inspiré un petit peu de ça, puisqu'il est fan de science, etc. Donc c'est vrai que le nom vient peut-être d'un scientifique. Ça vient officiellement de Newton, le scientifique. D'accord, officiellement de Newton, le scientifique, ok. Et ça a été publié sous le nom de Mr. Future Wizard of Science, le magicien des sciences, hein, c'est ça ? Tout à fait. Le sorcier des sciences. Et il retrace les origines d'un célèbre héros de l'espace à travers l'histoire de ses parents, donc Roger et Helen Newton. Dans le dessin animé, il s'appelle William et Helen. Et ensuite, le récit introduit les acolytes, donc les 3 Future Men. Donc on retrouve le robot Krag, l'androïde Otto, qui sera Mala dans la version animée française, et le professeur omniscient Simon Wright, dit The Brain. Mais le récit d'introduction a plutôt déplu à Mort Wessinger et ne l'a jamais publié. Il demanda également à Edmond Hamilton de changer le nom de Mr. Future en Captain Future. Par la suite, le directeur de publication, Peter Leo Margules, annonça l'arrivée du pulp Captain Future en écrivant aux fanzines de SF tels que Fantasy News, qui publia en octobre 39 un article sur la prochaine sortie de ce nouveau pulp. Parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque, les fanzines avaient énormément de poids. C'était pas des petits magazines dans leur coin, c'était vraiment une grande correspondance entre les auteurs et le public en permanence. Et le public, voilà, c'était vraiment une source d'information importante. Il y a un autre fanzine, le Zombie, qui fera de même un petit peu plus tard. En fait, c'était de la pub, quoi, pour annoncer la sortie tout à fait future du pulp. Donc, sa première histoire, sous le nom de Captain Future, a été publiée en 1940 dans un pulp. Alors, tu disais que c'était pas très cher. Alors, moi, j'ai des chiffres à donner. On va peut-être mieux se rendre compte. À l'époque, ça valait 15 cents. Aujourd'hui, en faisant et la conversion et l'inflation, tout ça, etc., ça correspond à 2,30€ d'aujourd'hui. Oui. Donc, on voit quand même 2,30€ pour un magazine. Bon, c'est quand même pas très très cher encore aujourd'hui, quoi. Ça paraît pas très cher. Surtout pour un roman complet. Oui, en plus, voilà, c'est pas un truc épisodique, il y a un récit qui est vraiment complet, donc ça, c'est vraiment... Alors moi, j'avais une question pour un peu vous, messieurs. Évidemment, j'ai fait un petit peu mes recherches pour préparer l'émission, et j'ai remarqué que le Captain Future, sur les
les couves me faisait penser un peu à du Flash Gordon. Alors, question, est-ce que c'était un peu le style graphique d'époque ou c'était histoire de, bah voilà, on surfe un peu sur un succès, enfin voilà. En fait, c'est très compliqué parce que d'un côté, Hamilton est l'un des créateurs du Space Opera réellement, et l'un des héros les plus populaires de Space Opera, c'est donc Flash Gordon à l'époque. Ah bah voilà, donc c'est pas innocent ça, non? L'autre héros très populaire de Space Opera de l'époque, c'est Buck Rogers. J'allais dire Buck Rogers. Mais... Ah oui. Ah oui, ça m'a même pas fait le rapprochement, ouais. Et en fait, Captain Future reprend exactement l'esthétisme qu'ont développé Alex Raymond et donc l'auteur de Buck Rogers pour son histoire, quoi. D'accord, il y a pas le robot avec la tête dans Capitaine Flamme. Non. Pardon. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette idée par rapport au graphisme, et on voit l'influence que peuvent avoir les vedettes de l'époque, quoi. Finalement, ça a influencé aussi cette future vedette, qui a d'ailleurs eu une plutôt mauvaise presse en arrivant, puisqu'on peut signaler que The New Yorker, du 20 janvier 1940, a salué l'arrivée de ce nouveau magazine avec un monsieur qui est maintenant connu dans tous les milieux de fans de Captain Flamme, S.J. Perelman, qui a intitulé Captain Future Block That Kick, c'est-à-dire arrêtez ce coup, sous-entendu arrêtez de nous taper, quoi. Donc c'était plutôt négatif et péjoratif, qu'après le premier numéro il a considéré ça, voilà, faut arrêter parce que c'est nul, quoi. Donc bon, il s'en mordra sûrement les doigts un peu plus tard. Et il faut savoir qu'après, donc par la suite, de 40 à 44, 17 numéros du pulp Captain Future vont être publiés. Mais alors, Yetcha, du coup, ça part dans les États-Unis, mais j'imagine qu'une diffusion mondiale va s'opérer dans le futur pour ce Captain Future, justement. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu tout ce pan du Captain Future ? Alors, c'est vrai que Captain Future, il a été diffusé au niveau mondial très progressivement. Il a donc commencé aux États-Unis et il va très très rapidement s'exporter dès 1942 en Suède. Donc, il a tout de suite traversé l'Atlantique dans une revue de science-fiction, le Jules Verne Magazinette. Alors, je sais pas la prononciation exacte. C'est sous forme de feuilleton hebdomadaire. Captain Future y est appelé Captain Frank et Curtis Newton est rebaptisé Kurt Nelson. Donc ils ont adapté un petit peu comme ici en France, souvent c'est le cas pour les noms et tout ça. Et puis ensuite, donc on est là, je vous rappelle, on est en 42. Les réalités de la guerre, la pénurie de papier, le manque d'intérêt pour le pulp vont achever en fait les diverses publications. En 1946, donc après-guerre, le Captain Future va revenir au travers de nouvelles comme Outlaw World et The Solar Invasion qui seront publiées dans l'édition canadienne de Startling Stories. Et tout simplement dans Startling Stories tout court, hein. Notamment l'une des seules histoires de Captain Future qui a été publiée en France a été publiée dans une anthologie de Startling Stories. Oui, exact. Un regroupement d'histoires, hein, c'est ça, une sorte de compilation. Bah, c'est donc Jacques Sardou, l'ancien directeur de collection de J'ai lu, qui avait fait une anthologie des meilleures histoires de tous les plus grands pulps à travers l'histoire, et chaque volume s'intéressait à un magazine en particulier. Oui. Et donc dans Startling Stories, on a les harpistes de Titan comme histoire de Captain Future. D'accord. Alors, on progresse. En 1947, c'est Capitan Futuro qui a failli débarquer en Argentine dans la publication de Hombres del Futuro numéro 4. Mais malheureusement, la revue s'arrêtait à son 3e numéro, donc ça a failli aller en Amérique du Sud. En 49, Outlaw World, donc la nouvelle, sera publiée dans l'édition britannique de Startling Stories. Dans les années 50, la maison d'édition d'Edmond Hamilton l'exhorte à faire revivre son personnage. Et donc, les 7 histoires se déclineront cette fois-ci sous la forme de nouvelles courtes et non plus de romans complets. Il y a vraiment une réelle maturité littéraire, cette fois, dans la structure de ces histoires. On apprendra plus tard que si les scénarios avaient été imaginés par Edmond Hamilton, c'est quand même son épouse, Leigh Brackett, qui les rédige. Il faut savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, Spades, que c'était une célèbre auteure et scénariste de cinéma, avec Rio Bravo, Grand Sommeil, l'Empire contre-attaque. Donc c'est vraiment une femme reconnue. Et c'est surtout, elle aussi, une des grandes maîtresses de la science-fiction américaine, de l'âge d'or. Oui. Son cycle de Mars est un monument de la littérature fantastique. On continue un petit peu. Alors en décembre 50, il arrive au Chili. En 59, il franchit de nouveau l'Atlantique. Il va se faire connaître auprès du public allemand. En 61, toujours en Allemagne, des romans seront publiés avec des illustrations très différentes de celles du magazine américain. C'est Captain Zukunft. C'est le futur en allemand, monsieur. Zukunft. Alors, j'ai jamais fait d'allemand, donc j'ai du mal, pardon. In Zukunft, ja. De mars à novembre 65, le fanzine suédois SF Forum reprend les séries publiées en 42 dans le Jules Verne Magazinette. Et c'est au Japon, en 1966, que Masahiro Noda entreprend la traduction intégrale des œuvres d'Hamilton. Alors là, ça va être un moment important, puisque là, on est en 66, et dès 67, donc bien avant la réalisation du dessin animé, la Toei va produire une série live de 24 épisodes très librement adaptés du Captain Future. Mais alors très librement, hein, j'ai réussi à voir qu'il y a
quelques épisodes. Très librement, oui. Ça s'appelle Captain Ultra. Qui en a déjà vu? Moi. On peut trouver, oui, des épisodes ou des morceaux d'épisodes un peu partout sur le web. Et alors? C'est quoi, Buck Rogers en plus kitsch? Oui, enfin, beaucoup plus kitsch. C'est Spectreman en version cheap, non? C'est quoi? C'est entre Son Kukai, Spectreman, Buck Rogers, c'est un peu... Et puis les... Attends, Sam Kukai, c'était la méga classe à l'époque. Oui, à l'époque, oui, mais c'était à l'époque. C'est 15 ans avant Sankukai, quoi. D'accord, ok, bon. Non, c'est à regarder, c'est curieux, c'est intéressant pour les séries live. C'est pour la culture. Ouais, voilà, pour la culture, c'est intéressant. Donc on retrouve vraiment un peu les mêmes personnages avec des Ultramen à côté, un robot, un humanoïde, un professeur. Enfin, vraiment, il a repris les choses comme ça, quoi. Il y a The Brain et tout, quoi, non? Il y a tout le monde. Alors, c'est pas un cerveau vivant, le professeur. C'est une personne à part entière, mais bon, voilà, il y a une belle femme. Voilà, on retrouve vraiment le même principe, mais bon, les effets spéciaux sont vraiment typiques des années 60. Néanmoins, ça a connu un réel engouement au Japon avec beaucoup de jouets, beaucoup de produits dérivés. Donc ça a beaucoup marché. Ensuite, alors aux États-Unis, en Suède, en 67, 72, il y a eu des rééditions, des fanzines dédiés, des romans, etc. qui sortent régulièrement. Et en 75, c'est la Corée qui découvre à son tour les récits du Capitaine Flamme. Et la première apparition du Capitaine Flamme en France, on y arrive, est en 77, dans un roman dont tu parlais donc tout à l'heure, Spades, qui n'a jamais été adapté en fait en dessin animé, Les Harpistes de Titan, aux éditions J'ai lu, dans un recueil de certaines histoires de Startling Stories. C'est une très courte nouvelle, en fait. Est-ce que c'est une nouvelle d'Hamilton? Parce que il me semble que... Oui. Enfin, je pensais que les dessins animés étaient vraiment que les œuvres. En fait, les DA adaptent les 14 romans qu'il avait écrits sur les 17 publications du magazine original Captain Future. D'accord. Et Les Harpistes de Titan, c'est une très courte nouvelle qui avait été publiée dans Startling Stories. D'accord. Mais ça dure à peine une dizaine de pages, donc difficile d'y adapter en... Oui, évidemment. Ouais. Enfin, tu me diras, le prix du danger, c'est quelques pages aussi à la base. Hein. Oui, Oui, c'est vrai. Oui, après, ils arrivent toujours un peu à broder, quoi. Exact. Mais bon, c'est vrai que c'est sans conteste au Japon que les pulps vont connaître un plus grand succès, puisqu'ils seront traduits et publiés par l'édition Hayakawa jusqu'en 82. Et c'est d'ailleurs suite à cet énorme succès en librairie qu'il y aura à l'origine de son adaptation pour la télévision en dessin animé dès 1978. Et c'est entre 1979 et 1981 que la diffusion du dessin animé, créé en 78, se fait en Europe ainsi qu'aux Amériques. Que de chemin parcouru avant d'arriver chez nous. Hein. Voilà, c'est un truc de fou, c'est vraiment été très très long, ça a touché un peu le monde entier, quoi. Mais le plus drôle avec ça, c'est donc en 80, le dessin animé est arrivé chez nous, ça a été un succès monstre, Oui. on est d'accord, Ah oui, quand oui. même. Ah bah c'est cultissime chez nous. Ça a été Voilà. direct. Et le truc, c'est qu'avant les années 70, ils ne publiaient pas les romans de Hamilton en France parce que c'était jugé, on va dire, un peu trop ringard Ah ouais? à l'époque. Ah, il y a un truc à creuser là. Hein. Et après, on s'est dit qu'ils pourraient les publier, et en fait, ça n'a jamais été publié. Mais vraiment, jamais, quoi. Il n'existe aucune édition française des romans de Captain Future. Oui, c'est étonnant que ça n'ait pas été ressorti suite au succès, c'est vrai. Alors, il y a peut-être des questions de droit, après, c'est toujours pareil dans ce genre de choses, il y a peut-être des problèmes de droit. D'après mes recherches, ce que j'ai pu trouver, c'est en fait, ils ont eu peur que les romans soient trop assimilés au dessin animé plutôt qu'Edmond Hamilton lui-même. Ah oui. Et c'est pour ça que ça n'a pas été publié depuis, mais Là aujourd'hui, ça serait le cas. Je veux dire, tu lis un roman Captain Future, bah que tu le veuilles ou non, t'as tout de suite les personnages en tête, quoi. Tu vois? Ah bah oui. oui, Mm-mm. ouais, mais voilà, ce que je trouve bizarre, c'est quand même, depuis nombre d'années que ça s'est passé, c'est étonnant qu'aucune maison d'édition, ne serait-ce que Brajlon, quoi, qui est spécialisée quand même dans le matériel fantastique SF, Ah David, si tu nous écoutes, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Là, on t'a donné une idée. Là, t'as un truc à creuser là. Hein. là, sortir les romans Captain Future, ça serait pour moi un truc essentiel, quoi. Donc victime du succès du dessin animé en fait. C'est les échos que j'en ai eu, quoi. Sadoul, qui avait fait les anthologies Les meilleures histoires Pulp, aimait beaucoup Hamilton et aurait voulu les publier dans les années 70, mais le public était pas très chaud pour lire du Hamilton. C'était devenu un auteur ringard à cette époque-là. Ouais. Faut penser que le space opéra, ça a été créé dans les années 30, Mm. que donc les anthologies ont été publiées dans les années 70, et qu'il faudra attendre 78 pour qu'il y ait un renouveau du space opéra. Bah, avec Star Wars, quoi, finalement. Voilà, C'est tout à ça fait. ce qui a relancé, quoi. Mm-mm. Et entre les deux, certainement, il y a eu un désamour du public. Donc pour moi, ça pourrait être intéressant de republier ça aujourd'hui, que Star Wars va peut-être relancer le space opéra encore une fois, quoi. Peut-être ça ferait trop ringos aujourd'hui, tu vois, paradoxalement, parce que Star Wars, ok, je pense qu'on va développer, ça a largement pompé les romans d'Hamilton. En revanche,
Peut-être qu'il y a les codes qui ont évolué. Enfin, je suis pas un fan expert, mais peut-être que republier les trucs en l'état aujourd'hui, ce serait peut-être difficile à lire. Je sais pas. Non, pas spécialement, parce que Conan le Barbare, ça a été publié à la même époque, ça a été créé dans les années 30 aussi. Ça n'empêche pas que tu prennes du plaisir à le relire. Oui, mais à la différence d'un Capitaine Flamme, c'est de la science-fiction, donc c'est un truc futuriste. Ouais. Et on le sait tous autour de cette table que la science-fiction, c'est un genre qui vieillit pas bien, quoi. Tu vois ? Oui, mais justement, le truc, c'est que Hamilton avait un style très particulier qui permettait vraiment, c'était du roman d'aventure plus que de la SF. Mais il y a toujours moyen de l'adapter. Ah, d'accord, oui, bah oui, c'est vrai en plus, on va l'évoquer ça, mais oui, il y aurait moyen d'adapter un truc sympa, quoi. Alors, on parlait déjà de l'animé. Je vous propose d'évoquer l'arrivée de ce dessin animé au Japon à la fin des années 70 et donc sa distribution plus globale. Donc, en effet, Wiz, tu peux nous évoquer cela allègrement. Rapidement, parce qu'il y a peu d'informations. Comme déjà annoncé par Yetcha tout à l'heure, la série officielle arrive vraiment au paroxysme de la célébrité de la série écrite. Le fait d'avoir une vraie adaptation sérieuse en dessin animé, c'était vraiment la conclusion logique de l'engouement japonais pour la série. Donc la série est réalisée par un monsieur qui s'appelle Tomoharu Katsumata et produite donc par la Toei qui avait déjà commis la première version et à qui on doit sur la même période, entre autres pour les choses qu'on a pu connaître, Goldorak, Albator ou Candy et son pays. Monsieur Katsumata est un habitué des productions Toei. Il a pas mal bossé sur les œuvres de Go Nakai, qui est un mangaka très célèbre au Japon et qui a fait en particulier des trucs que j'adore pas du tout, comme Mazinger Z ou Goldorak justement, ou Chéri Miel. Tu vas te faire taper par Michael Attends, Lewis, quoi Bon, Mazinger Z, il y a débat. Chéri Miel aussi, on peut-être. critique pas. Je sais pas, moi j'ai retenu Goldorak, le reste. Et Bomber X, évidemment. Et Bomber X aussi, Ah, enfin voilà, il a fait quand même ça, c'est beaucoup de choses que j'aime pas, mais ça c'est pas grave, c'est très perso. Bomber X, TMDJC, quand même, écoute pas TMDJC, l'écoute pas. Attends, c'est pas fini, il y a pire. Il est aussi le réalisateur de Arcadia de ma jeunesse et a beaucoup travaillé sur les différentes itérations de la franchise Saint Seiya. Et là, on est carrément dans le top de ce que je déteste. Ah bah, je te rejoins. suis avec toi. Bref. Ah bah voilà, on se sent moins seul d'un coup. Moi, je me sens tout seul sur ce coup-là. Ah bah, va falloir que tu rappelles Imrage, hein, tant pis pour lui. Hein. La série a été diffusée donc au Japon sur NHK, la chaîne généraliste, du 7 novembre 78 au 18 décembre 79. On n'a pas d'infos sur le nom de l'émission. Ben, c'est normal. En fait, les dessins animés au Japon sont pas publiés dans des émissions, mais en fait dans des créneaux horaires. D'accord. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je sais dans quoi ça passait. Ça passait dans Vitamine, l'émission qui rend bonne brine. Ah vache, Michel Leb. Ah, ouais. Attends, mince, Michel Leb style et tout, quoi, non? Et on pourra couper au montage celui-là. Je sais pas, on verra. On peut au moins dire qu'il a été précédé dans ce créneau horaire donc par Conan le fils du futur et est suivi par le merveilleux voyage de Niels Holgersson au pays des oies sauvages. Deux dessins animés que j'adore. Alors, Niels, moi j'adorerais. Par contre, Conan, J'adore. je connais, mais j'ai jamais vu. Hein. Et ben moi non plus. Ah, moi j'adore. C'est le gamin qui soulève des cailloux là. Là, tu vends du rêve, là. Oui, c'est vrai. Par contre, ultra fan de Niels Holgersson, j'adorais quand ça passait. Ouais. Et donc on arrive enfin en France dans Les Visiteurs du mercredi. Hein. C'était pas encore Vitamine, l'émission qui donne bonne mine. Tout début janvier 1981. Donc voilà, c'est à peu près tout parce qu'après pour les dates de diffusion hors Japon et France, c'est un peu compliqué à Ouais, c'est trouver. vrai. J'ai cherché un peu aussi, j'ai pas Non, trouvé bah, grand-chose. C'est marrant de voir qu'il y a des choses comme ça qui partent dans des espèces de vortex, là, pouf. Il y a aucune trace de rien, c'est assez marrant pour une série qui a quand même eu un succès assez hallucinant. En tout cas chez nous, que ça soit si peu documenté sur ce qui s'est passé ailleurs, j'ai été assez étonné. Enfin, aux États-Unis, ça a été un bide lamentable. Il m'a semblé, oui. Ouais, il y a eu que 8 épisodes qui ont été doublés et diffusés, ils ont arrêté. Oui, ouais, ça a bidé au State. Donc, Ils se prennent pas la tête au State, hein. Ils vont pas jusqu'au bout. Hein. Ça marche pas, on arrête tout. il faut savoir que les États-Unis se sont intéressés à l'animation japonaise que début 2000. Ah oui. Début 2000, ils ont découvert un truc qui s'appelait Dragon Ball quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est très récent. Hein. Bah, après, nous, bon, enfin, ça, on le sait, mais tout ce qui est Dorothée, tout ça, ça a apporté énormément hein, sur la Oui, culture c'est vrai. japonaise. Hein. Ils ont découvert Dorothée en 2000 aussi. Il faut. Et les remixes.
Alors, le dessin animé en lui-même, Yetcha, est-ce que tu peux nous décrire un peu le concept de base des voyages du Capitaine Flamme ? Le concept, c'est qu'il existe 13 voyages découpés en 4 épisodes chacun. Donc ça fait un ensemble de 52 épisodes. En termes de durée sur les épisodes, on est sur quoi, 25 minutes 26 minutes, j'imagine? Format classique? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, à peu près, ouais. Oui, c'est 23-24 minutes, je crois. Enfin, oui, un truc dans le genre, ouais. Donc 15 minutes de générique, mais bon. Avec le chien qui court et le grand vélo. Vous exagérez, il y a à peine plus de 12 minutes. Oui, c'est vrai. Il est beau ce générique de fin. Et le d'ailleurs, tunnel il est de très, saucisse, faudra m'expliquer un exceptionnel. jour. Mais bon. Alors, pas les saucisses. Vas-y, Yetcha, excuse-nous. Ah oui, je me rappelle. Les aventures et les 4 épisodes. Ah ouais, si. Débat. Alors, donc, Hamilton parle de saucisses, et c'est très détaillé et précis. Et il renomme souvent d'ailleurs ces plats de choucroute avec les saucisses pour plus de rêves, je suppose. Dans le point de départ du Capitaine Flamme, en fait, les planètes du système solaire sont 9 mondes, comme elles sont appelées. Donc, alors, Pluton faisait encore partie des planètes du système solaire à l'époque où ça a été écrit, hein, puisque... Et puis ça le fait toujours. Ah bah non. non, on était sorti du système solaire. Si, c'est redevenu une planète depuis. Ah bon? De quand ça? Oui, ça a été réhabilité. Ah bon? T'es sûr? Oui. Il y a pas si longtemps que ça. Je croyais que c'était le chien de Mickey, moi. Ah, il a osé. Donc, ces 9 mondes habités sont fédérés autour d'un gouvernement interplanétaire dont le siège se situe, je vous le donne en mille, À New York. à New York, capitale de la Terre. Attends, c'est pas n'importe quoi, quoi. Ah, j'ai envie de te dire capitale de l'univers, quand même, un peu, non? Ah ouais, mais là, c'est déjà à la base capitale de la Terre. Et c'est là que se trouve l'aéroport interspatial. Interspatial. Et au tout début, donc, notre système solaire, en fait, fut colonisé, il y a des centaines de millions d'années, par un peuple du système de Deneb, une étoile située dans la constellation du Cygne. Et ce peuple de Deneb, après avoir connu une civilisation avec une technologie très avancée, s'éteint pour une raison inconnue. Edmond Hamilton considère que tous les habitants donc, du système solaire ont la même filiation. Et le peuple de Deneb permet de justifier la présence de l'espèce humaine sur toutes les planètes du système solaire. C'est pour ça qu'on retrouve à chaque voyage, finalement, des hommes, des gens, en tout cas des anthropoïdes, anthropomorphes, pardon. Alors bien sûr, chacune des espèces a évolué au cours des millénaires en s'adaptant aux conditions climatiques, aux biotopes propres à chaque planète en fait. Donc c'est pour ça qu'on a des couleurs de peau différentes, la taille différente, etc. Et c'est ça qui donne le crapaud Gilles. Et oui, c'est vrai que ce fameux crapaud Gilles, je l'ai pris en plein visage. Car je m'appelle Gilles, en effet. En effet. Quoi, Yetcha, c'est pas ton vrai nom? Alors, ce qui est important de signaler quand même, c'est que Hamilton démarre la conquête spatiale en 1971 avec l'exploration de la Lune. Rappelons pour les personnes qui ont un petit trou de mémoire que dans la réalité c'est en 1969, donc il n'est pas loin de la vraie date finalement. En juillet 69. Juillet 69, ouais. Et ensuite, ça s'enchaîne avec un rythme élevé, avec l'exploration des autres planètes, grâce notamment à la découverte du gravium, qui est un métal qui a la faculté de contrôler la pesanteur et qui permet l'invention du contrôleur de masse. Alors là, on va rentrer tout à l'heure dans les détails des inventions fantastiques scientifiques. Mais dis donc, Jamie. Voilà, exactement, il faudra faire un petit schéma. Après, les terriens ont eu la surprise de découvrir des espèces humaines primitives sur chacune des planètes qui visitèrent, implantèrent rapidement des colonies pour organiser un trafic commercial interplanétaire basé sur l'exploitation des minerais radioactifs. Et puis les colons, les exploitants miniers vont avoir à affronter des rébellions sur plusieurs planètes qui n'acceptaient pas le colonialisme et l'impérialisme terrien. Enfin, on retrouve ensuite des données finalement très terriennes, on va pouvoir parler comme ça. On retrouve les mêmes soucis qu'il y a pu avoir dans toute l'histoire de l'homme sur Terre, tout simplement, quoi. Il décrit tout simplement la Terre des années 30 avec le colonialisme des forces. Oui, bien sûr. Et donc, en parallèle, ils organisent une piraterie spatiale qui pille des vaisseaux cargo, transportant les minerais précieux, etc. Et donc, pour lutter contre les pirates, il y a un gouvernement interplanétaire qui va former une police des planètes, dont l'une des figures emblématiques, c'est le jeune capitaine Ezla. Attention, et son nom de famille? Garni. Exceptionnel. L'inventeur du couscous. Bah non, choucroute. le panier, ou le filet. Ouais, ou le Ou la filet, choucroute, oui, plutôt. Oh, mais c'est... Ah, il en forme le Fred. Donc ça explique peut-être les saucisses du générique de fin. Certainement. On mettrait une Esla, mais garnie. Ezla garni, choucroute. En tout cas, ce jeune capitaine va devenir plus tard Marshal et bien plus tard l'ami du capitaine Flamme. Et en septembre 2028, sur la Terre, des éruptions volcaniques, des tempêtes et des tremblements de terre ravagèrent plusieurs pays et continents, ce qui causa donc un important flux de population qui vont se réfugier vers Mars et Vénus jusqu'en 2048. Quand on connaît Vénus, on se dit que finalement les éruptions volcaniques, c'est peut-être pas terrible d'aller sur Vénus, mais bon.
bon, soit. Oui, mais c'était la SF de l'époque qui était très naïve. Bien sûr, bien sûr. Bah, ils connaissaient pas toutes les choses qu'on connaît, c'est sûr, aujourd'hui. Hein. C'est là que c'est parfois rigolo. Oui. Donc, de nouvelles terres sont apparues, alors que sur la Terre, les terriens réfugiés, ils revinrent sur leur planète pour conquérir ces nouvelles terres sorties des eaux suite à 20 années de cataclysme, etc. Les explorations, les colonisations, les rébellions se poursuivirent afin de donner naissance donc à toutes les histoires qu'on connaît et aux nombreuses autres non adaptées en dessin animé, puisqu'il y a eu beaucoup d'histoires qui n'ont pas été adaptées en dessin animé. Donc, c'est vraiment un univers très, très, très riche. Quand même évoqué des planètes, des systèmes solaires, mais les personnages sont quand même au centre de tout dans ce Capitaine Flamme. Mikado, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents protagonistes du Capitaine Flamme ? Bah oui, parce que le Capitaine Flamme est quand même le personnage central de l'histoire, mais moi je retiendrai plus l'équipe Capitaine Flamme, tu vois, parce que on l'a évoqué, Ezla, qui fait partie de la police intersidérale, on a son adjointe qui est Joanne Landor, qui est donc la blonde de service, et puis malheureusement la potiche d'époque, peut-être on le développera. On a le petit Ken, moi je sais pas trop, en fait c'est un peu le faire-valoir de l'histoire, qui est un peu habillé en... Et Ken, ça a été une invention du dessin animé. Bah déjà Ken, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est référence au personnage de Captain Ultra, Kenji, qui était donc le gamin par lequel le spectateur pouvait intégrer l'équipe du Captain Ultra. C'est la référence pour les téléspectateurs jeunes. Ah oui, c'est les Ewoks ou Jar Jar Binks de Star Wars. Non, quoi. J'allais dire qu'il me faisait, quand j'ai revu les épisodes, penser un peu à la caution enfant du môme qu'il y avait aussi dans Albator, vous voyez ? Exactement, oui, c'est Albator. Oui. C'est exactement ça. Mais ça marche pas du tout par contre là, dans ce cas-là. Autant tu arrivais à te projeter à travers les yeux du gamin dans Albator, là il est vraiment insipide le môme. Hein. Ah bah tellement qu'ils s'en servent dans quoi, peut-être 4 ou 5 voyages tout au plus. Ce qui est déjà pas mal. Oui, même trop. Mais... il doit avoir quel âge, 8 ans le môme à tout casser. Une dizaine d'années, ouais. Et enfin bref, le Capitaine Flamme va vous casser la figure, enfin bon bref. Et surtout donc, on a la Dream Team de la SF, parce qu'on a le robot Krag, qui est, on va dire, le robot le plus fort de l'univers, parce que c'est Krag, et puis voilà. On a donc Mala, un personnage humanoïde, qui est fait de chair et de je ne sais pas, parce que quand j'étais enfant je me posais pas la question, mais toujours est-il qu'il a l'aspect parfaitement humain. D'ailleurs Krag et Mala pensent comme des humains, mais Mala a une particularité qui au final, on s'en rend rapidement compte, ne sert à rien, c'est qu'il peut changer de visage assez facilement. Bon, c'est un barbe à papa, honnêtement. Moi le truc. Objectivement, c'est une sorte de barbe à papa, franchement. Ouais, où il aime bien aller au bar. Ouais, mais ce que je trouvais marrant, c'est que dans mes souvenirs, Mala, c'était génial, il pouvait changer de visage, mais en fait tu t'aperçois que Capitaine Flamme le fait tout aussi bien avec des artifices autres. Donc bon, au final, son, on va dire, atout, il sert à rien parce que voilà quoi. En revanche, il a une particularité physique, ça on le voit dans différents épisodes, notamment celui où il s'infiltre dans un cirque, que il a des particularités physiques exceptionnelles. Il peut sauter, machin, se rebondir. Enfin, il a une souplesse et une agilité qui est hors du commun, et ce qui peut me mettre la puce à l'oreille en disant lui, il est peut-être pas humain parce que il fait des choses qui sont théoriquement impossibles pour l'humain. Voilà. Et enfin, un de mes personnages préférés, nous avons le professeur Simon, qui est en fait le grand savant, qui était un ami très proche des parents du Capitaine Flamme, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, qui est toujours d'ailleurs le plus grand scientifique de l'univers. Il est traité comme tel dans le dessin animé, et qui à sa mort s'est fait greffer son cerveau pour pouvoir utiliser ses connaissances à des biens bénéfiques, parce que le Capitaine Flamme ne fait que le bien, c'est bien connu, dans un espèce de robot que je trouvais super classe à l'époque, mais qui faisait un petit peu peur, parce que tu voyais le cerveau à travers une vitre ovale. C'est pour ça qu'ils ont mis des boutons de couleur quand ils ont sorti le Simon après. C'est ça. Et voilà, après il y a d'autres personnages secondaires qui viennent dans différentes histoires, mais en gros le gros des intervenants sont là. Après on pourrait parler du président à grosse moustache, parce qu'il faut savoir qu'à New York, mais ils ont tous des grosses moustaches. Le port des roues flaquettes et de la moustache est obligatoire. Donc voilà. Et on pourrait parler de son homologue du mal qui est Kalon, qui est son ennemi juré, qui est le fils des parents qui ont assassiné les parents du Capitaine Flamme. Donc il y a une sorte de rivalité scientifique et une rivalité tout court, parce que ils se détestent, c'est tout à fait normal. Voilà, donc il y a aussi sa compagne Saturna, qui est vraiment la copine et le bras droit du méchant de l'histoire. Mais bon, d'une manière générale, vraiment ce qu'on retient dans cette série, c'est la Dream Team, et puis aussi Frégolo et Limai, qui sont les deux petites bêtes des deux comparses du Capitaine Flamme, qui ont chacune des particularités qui au final s'avèrent extrêmement pertinentes, parce que Frégolo, c'est l'espèce de, de raton laveur à carapace de tortue, qui peut se transformer en un peu tout et n'importe quoi, ce qui peut être assez pratique. Et Limai, lui, qui est complètement attiré par tout ce qui touche au fer. Ah, c'est sa nourriture.
Voilà. Et on s'apercevra au fil des différentes aventures que ces personnages qui sont en second plan ont une importance extrêmement importante dans les différentes aventures. Oui, je trouve qu'ils sont bien utilisés, ces petits personnages-là. En toute honnêteté, je voulais même pas... Finalement, mieux que Ken. Ah bah oui, mais Ken, il est insipide. En toute honnêteté, je voulais même pas les évoquer quand on a préparé l'émission, mais honnêtement, ils ont complètement leur place dans l'équipe parce que ça reste des animaux, mais ils sont extrêmement fidèles à leurs maîtres respectifs et au final, ça s'avère extrêmement payant dans les situations critiques. Oui, c'est les rintintins de l'équipe, tout à fait. Ouais, un petit peu. Ah oui, là j'ai en tête par exemple Limai qui a une particularité, on le découvre dans une aventure, la particularité de communiquer par télépathie. Donc à un moment ils sont figés dans une sorte de gaz toute l'équipe et le capitaine Flamme arrive à rentrer en communication avec Limai en disant viens manger le bout, tu vois c'est bon, c'est du verre mais il y a plein de fer dedans, donc évidemment on apprend des choses. Ah, voilà. Enfin bref, ils sont vraiment pas du tout anodins ces deux petits animaux. Alors moi j'aurais quand même quelques questions en termes de vêtements et d'allure. Ah, est-ce qu'on pourrait m'expliquer donc déjà bon le gilet à franges pour un robot qui fait à peu près 2,50 m. Un côté cow-boy. Moi je trouvais que ça faisait cow-boy quand j'étais enfant. Bon, ok, mais alors la tenue rose près du corps en mode Marcel de notre ami Mala, c'était quand même et la casquette de marin. Casquette de marin. La casquette. Et les cernes sous les yeux, c'est quand même. C'est pour être à l'aise, je pense. Le côté pour bien être voyant au Blue Lister Boy. Arturo Brachetti quoi, le mec transformiste. Et surtout le capitaine Flamme. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour s'attarder sur son accoutrement parce que il faudra qu'on m'explique ce que c'est que cette tenue, c'est-à-dire que les classes sa tenue. Non mais attends, c'est quoi on dirait une tenue sur la base de la tenue, pas de l'armure ensuite, mais sur la base, on dirait les tenues des danseuses qui tournent autour d'une corde au cirque avec une combinaison couleur chair, tu sais, genre pour faire un peu c'est quand même bizarre cette espèce de truc autour des pieds et tout là, enfin moi je suis pas d'accord. C'est les années 70. Ouais, puis après l'aquarium effectivement en façade avec le hublot là, par contre la Rolex du futur elle a la classe. Et puis là puis voilà la montre elle est jouette. Ah attends elle fait un peu Ulysse 31 dans les Ah oui, limite tu peux dire tiens il va déplier le bouclier. Bah voilà, exactement. Je sais pas, moi j'interprétais ça comme étant son badge c'est le badge de l'espace. C'est ça, oui, complètement. Ouais. En fait, il y a une histoire où par exemple, il y a un mouvement de foule qui est très poignant comme histoire parce qu'ils sont obligés de faire l'évacuation d'une planète parce que la planète, pour qu'elle survive, il y a une usine qui fabrique de l'air, pour faire simple. Et la ressource qui permet de fabriquer cet air s'épuise à tel point que le peuple suffoque. Donc la police de l'espace, dirigée par Ezla Garni, pardon, est obligé d'évacuer la population. Donc il y a des récalcitrants qui ne veulent absolument pas s'échapper. Et donc rébellion, etc. Même Ezla, il est submergé. Capitaine Flamme, il arrive, il monte la Rolex, terminé, tout le monde est d'accord. Ah mais c'est ça, de toute façon, si à 50 ans t'as pas la montre du Capitaine Flamme, t'as loupé ta vie. T'as raté ta vie, clairement. Non mais moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que le look de Capitaine Flamme, bon très honnêtement, Mala aujourd'hui tu rigoles, franchement. Mais Flamme, il a la classe. C'est simple, tous les officiers pour moi que ça soit donc... Ezla, Flab et puis Johan. Et Ken. Je trouve les tenues classe. Ils ont tous la même tenue, là, de 10 couleurs différentes, effectivement. Moi j'aime beaucoup la tenue de Capitaine Flamme lorsqu'il fait de la plongée. Ah oui. Je sais pas si vous voyez, c'est une combinaison orange et blanche. Ouais. Et je trouve qu'elle fait très moderne. Même le casque, quand il le porte et tout. Le casque aussi, super exactement. Il est super classe. Ouais, il y avait à peu près la même dans le gendarme à Saint-Tropez. Oh non, c'est pas Ils étaient orange avec un casque. Non mais je te jure, tu regarderas. Ah c'est moche. Ah non mais non, elle est vraiment classe sa combi. Par contre, tant qu'on est en train de parler de vêtements, vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde dans le premier voyage se met à poil devant Ken? Ça m'a échappé ça. Oui, j'ai loupé le truc aussi. En fait, je sais plus pourquoi, à un moment, t'as Johan qui est donc chemise grande ouverte avec Ken qui court autour. Il fait t'es très en beauté ce soir ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est assez surprenant. Ah bah je me rappelle pas de ça, je vois pas. Ah, autre mœurs, autre époque. Et alors pour finir quand même, la coiffure du Capitaine Flamme. Les classes. Donc le cheveu roux et en fait reste sur le côté et jamais décoiffé. Jamais de moustache. Et jamais décoiffé le gars, c'est-à-dire qu'il... Si, c'est déjà arrivé une fois ou deux. Ah, quand il est en homme préhistorique là, mais non, il est encore coiffé là, hein, quand il est déguisé justement camouflé avec ça. Il a un brushing de ouf avec du gel du futur et tout ça, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ça c'est génial d'ailleurs parce que j'ai lu quelque part que c'était la vengeance des roux. Il est pas roux, Flamme. Si. C'est mais complètement et c'est ultra connoté et c'est assez. Noté quoi? Ah bah le roux c'est la couleur du diable dans au Moyen Âge et ça survit encore aujourd'hui. Oui, mais quel est le lien avec Hamilton, enfin Flamme, pardon. Bah c'est qu'il n'y a pas de héros roux. Zora la rousse. Bah c'est arrivé tardivement, mais enfin Zora la Red Sonja.
qui est un personnage créé par Robert Howard, qui était donc un collègue de Hamilton. Et surtout que dans les pulp, c'est un blond, bien blond platine, tu vois. Enfin, c'est quand même assez inusité. Ouais, quoi, mais moi, je le vois pas roux. Moi, je le voyais plutôt brun très clair. Dans les Ah non, il est roux. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas commun. C'est vraiment pas commun de mettre un héros de cette ampleur-là avec cette teinte de cheveux, vu la connotation que ça a encore aujourd'hui. Je suis d'accord, parce que tu le mettais brun ou blond, ça aurait pas, avec le recul, ça aurait pas été. Ouais, mais bon, pour les Japonais, quelle couleur peut être plus exotique que le roux, quoi? Ouais, ça faisait, ouais. Oh, t'aurais pu le mettre chauve. Il y a déjà Mala. Ah puis non, mais les roues flaquettes et tout, fallait bien les justifier quand même, hein, non? Chauve avec des roues flaquettes, ouais, ça aurait été cool. C'est ça, chauve avec des roues flaquettes, ça aurait été cool. Ah, il est bien coiffé pour compenser la coiffure d'Albator, on peut dire ça aussi. Alors au niveau des aventures, comme l'avait évoqué Yetcha, chaque aventure est découpée en 4 épisodes, donc ça fait partie de quelque chose d'assez intelligent. Il faut savoir que à chaque début d'épisode, on a un résumé. Previously on Captain Future. Voilà, il y a un côté intéressant parce que ça te permet de refaire le lien si t'as pas vu l'épisode précédent. Quand t'étais môme, c'était efficace, hein, parce que c'était assez malin, et j'ai pas dit assez malin, parce que ça te permettait de raccrocher facilement les wagons. Tu pouvais vraiment, même jusqu'au dernier épisode, raccrocher le wagon parce que ça te faisait le résumé qui te servait à au moins capter l'épisode que t'allais voir. Le contre-pied de ça, c'est que quand tu te les enchaînes les 4 à la suite, c'est rébarbatif et tu te rends compte que effectivement redondant forcément, et puis il saute des parties, ce qui est logique parce que plus ça va, comme tu le viens de le dire, plus il faut arriver à ce que les personnes qui voient que le 4e puissent comprendre. Et moi je sais que ça m'a un petit peu saoulé d'avoir ces petits résumés qui sur le principe sont intelligents, mais faut savoir que sur les DVD, il me semble que t'as l'option pour zapper les génériques déjà. Mais c'est vrai que malheureusement t'es obligé de te cogner un petit peu les résumés. Voilà. Mais il faut se remettre dans le contexte d'époque. Là aujourd'hui on les regarde dans les conditions idéales, DVD, tu peux te regarder, on va dire, une aventure complète d'un trait. Bon, c'est vrai que c'est pénible. À l'époque, je crois que la diff elle se faisait une fois par semaine. T'étais bien content d'avoir ton petit résumé d'1 minute, quoi. Oui, mais il y avait pas, Ulysse c'était pas forcément le même format, mais il y avait pas ça sur Ulysse par exemple, tu vois. C'était que des émissions en one shot. Oui, mais Ulysse c'était un par jour. Mais c'était que 5 minutes, c'était 5 minutes et oui, voilà, et puis et si tu mets tout bout à bout, ça faisait 25 minutes. Et non, mais et puis surtout que une aventure complète Ulysse, comme tu dis, c'est 25 minutes. Là, une aventure c'est 1h30, quoi, tu vois. À peu près, quoi. Mais justement, ce qui est très fort avec ce découpage, c'est donc qu'ils ont fait ce découpage-là parce qu'ils adaptent des courts romans, donc c'était trop difficile d'y faire en un épisode de 20 minutes, quoi, chaque roman. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi à découper de manière à garder un vrai sens du rythme à chaque fois. Chaque épisode est intéressant, passionnant, t'as toujours un cliffhanger. Absolument. C'est ça. Puis il y a du teasing, voilà, donc ça fonctionne bien. En général, bon, comment ça se développe un épisode? Bon, en gros, l'épisode commence, il se passe un événement qui peut être, je sais pas, des vaisseaux qui disparaissent, ça peut être mille et un trucs. Et là, comme dans le générique, ils prennent un peu sur eux la police de l'espace qui sont vraiment embêtés de faire appel au Capitaine Flamme. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est pas une collaboration saine. Je sais pas si ça vous a fait ça, les gars. À part Ezla qui est vraiment un intime de Flamme, c'est vraiment des amis proches. Et Joanne, bon, c'est son amoureuse. Mais tu sens que, notamment, les hautes sphères de la police intersidérale, ils ont un problème d'ego. Ils sont gênés. Ils ont un problème d'ego. Ils sont vraiment embêtés de faire appel à Flamme quand eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre un conflit ou un problème particulier. C'est surtout que voilà, il a aucune valeur en tant qu'officiel. Bah oui et non, quoi. Enfin, c'est un peu ambigu, je trouve. Non, c'est un intervenant privé qui travaille pour le gouvernement, mais qui est vraiment quelqu'un de privé. Un électron libre. C'est un peu comme quand Scotland Yard appelle Sherlock Holmes, quoi. Voilà, où... Ouais, c'est ça, exactement. Et en revanche, le président intersidéral, lui, il a pas d'état d'âme. Allez, bon, tu te tais là, colonel machin, puis tu m'appelles Flamme tout de suite, quoi. Après, c'est quand même annoncé à peu près clairement dans l'introduction, dans le générique. Ah oui, quand on a vraiment tout essayé. Voilà, quand on a essayé. On l'appelle Monsieur Propre. On a dit qu'il était pas chauve, oui. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'intervenant de la dernière chance, quoi. Voilà, donc le découpage d'histoire se résume vraiment comme ça. Donc il y a une situation critique, les autorités n'arrivent pas à faire face, ils font appel au Capitaine Flamme, il prend connaissance du dossier, on vous expliquera comment. La plupart du temps, il part en voyage vraiment à l'autre bout de l'univers ou à des endroits pas possibles. C'est très rare qu'il reste sur place, hein. Il y en a peut-être une ou deux histoires de mémoire
mémoire. Souvent, il se passe une situation critique, la musique y est pour quelque chose, on en reparlera, mais il se passe quelque chose, et là tu te dis la suite au prochain épisode. Et je trouve que c'est extrêmement efficace, et surtout extrêmement accrocheur. Moi, je trouve d'une manière générale les cliffhangers sont bons. Que le rythme est plutôt assez lent dans ce genre d'aventure, mais tu te regardes un voyage complet, c'est très agréable à voir, et le rythme est plutôt très bon pour que le téléspectateur ne s'ennuie pas et ne se perde pas en route. Après, malheureusement, quand tu tapes plusieurs épisodes d'affilée, tu te rends compte que c'est souvent le même schéma d'histoire. Ah bah oui, bien Comme sûr. tu dis, t'as la situation critique, on appelle le Capitaine Flamme, ça c'est le premier épisode. À la fin du premier épisode, il a loupé ce qu'il fait. Johan s'est fait kidnapper, faut aller sauver Johan. Faut sauver la princesse. Oui, non, voilà, c'est en fait quasiment tout le temps le même schéma, quoi, malheureusement. Ouais, mais ça dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Même si c'est le même, effectivement, il y a un schéma assez classique et voilà, on voit toujours arriver le retournement de situation qui amène aussi la fin de l'épisode. Cela dit, je trouve que étonnamment, pour une histoire qui va s'étendre sur globalement 90 minutes, il n'y a pas vraiment de longueur, il n'y a pas des moments où on a envie de faire avance rapide. Sauf Yetcha qui regarde en x2, mais c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Je suis déjà en avance rapide. Mais c'est très bien découpé pour ça parce que on a l'impression voilà que c'est ultra calibré pour que pile poil au bout de 23 minutes il se passe un truc qui justifie de faire suite au prochain épisode sans pour autant qu'on ait l'impression qu'ils aient fait du remplissage pour pouvoir arriver à la bonne minute. Non, et tout. Jamais. C'est super bien branlé quoi pour ça. Ah, moi je te rejoins complètement. Il y a jamais de perte de rythme. Enfin, il y a des situations où ça grimpe, ça redescend, machin, mais on n'est jamais en panne sèche. Enfin, tu vois, dans le sens où bah mince alors bon, c'est bon, j'en ai marre quoi, tu vois. Ah bah après c'est les années 70, c'est pas les trucs de maintenant parce que les films qui sortent maintenant ou les dessins animés t'as l'impression effectivement que tu le regardes en x4 tellement il faut faire des plans qui changent toutes les 3 secondes machin, enfin ça file mal au crâne quoi. Donc là effectivement on est sur un truc qui est un petit peu plus lent mais on s'emmerde pas et il y a vraiment du suspense tout le long généralement. Mais le côté lent est volontaire à cause de la notion de voyage aussi. Complètement. Parce que on part dans un voyage et il faut te permettre de contempler les nouveaux mondes. Oui, puis s'ils te disent qu'ils partent à l'autre bout de l'univers et qu'en 1 minute c'est réglé, toi il y a un truc qui fonctionne pas quoi. Quand ils partent aux confins de l'univers, le voyage même du vaisseau, ça prend le premier épisode. Ça prend au moins un épisode. Mais il se passe évidemment plein de choses, mais t'as la notion de temps dans ce dessin animé qui est vraiment efficace. Alors, hormis les personnages qu'on a déjà évoqués, effectivement, un pan entier du dessin animé, c'est aussi les différents vaisseaux. Wiz, est-ce que tu peux nous récapituler un peu les véhicules à disposition de la team Capitaine Flamme, les plus connus et les un peu moins connus? Les un peu moins connus, je ne sais pas. Pour les connus, j'en vois 2. Donc on a le fameux Cyberlab, qui est le vaisseau officiel du Capitaine Flamme. C'est une espèce de forme assez étrange. Moi, je suis fan. Moi, je le trouve un peu long. Ouais, moi aussi. Mais il y a une rangée de trop, en fait. Si je peux me permettre, moi, je suis extrêmement fan du design de ce vaisseau parce que, vous vous souvenez du dessin animé Il était une fois l'espace? Espèce de gros transporteur, enfin, tu vois, lourd, tu vois, lourdeau. Pato, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, pato. Il y en a plein dans le Capitaine Flamme. Je sais pas, peut-être va me confirmer ou infirmer, mais j'ai l'impression que c'était un peu les codes d'époque, tu sais, des vaisseaux un peu comme ça. Et je trouve que le vaisseau du Capitaine Flamme a une envergure énorme et qu'il est d'une fluidité absolue, tu vois. Après, le but n'est pas le même. Les transporteurs dans Il était une fois l'espace, ils sont beaucoup plus gros que le Cyberlab. Non, je suis d'accord, mais même d'une manière générale, tous les vaisseaux que tu peux croiser, par exemple, le vaisseau de Kalon, son ennemi juré, il est pato. Ouais. Tu vois ? On dirait la fusée de Tintin. Ouais, voilà. Enfin, d'une manière générale, le design des vaisseaux autres a très très mal vieilli. En revanche, le Cyberlab, je trouve que c'est un très très beau navire. Et puis, si je peux me permettre aussi, le Cosmolem, qui je trouve est une réplique miniature de ce que pourrait donner le Cyberlab, mais en mode de poche. Bah, en mode circoncis surtout. Enfin voilà quoi. On a gardé que l'extrémité pour le coup. Donc, ouais, voilà. Je sais pas comment dire autrement. Personnellement, je trouve que c'est un design qui fonctionne bien et ça fonctionne bien dans le côté scientifique et intrépide que le dessin animé veut donner. Bah, pour moi, c'est simple. Le Cyberlab, c'est l'un des plus beaux vaisseaux de la SF avec le vaisseau d'Ulysse 31 et le Faucon Millenium. Alors voilà, tu as l'exemple, le Faucon Millenium.
il est gros, il est lourd, mais il fait pas pato. Ouais. Vous voyez ? Les vaisseaux d'Albator, ils sont quand même pas dégueux non plus, quoi. Non, ils sont pas dégueux non plus, mais... C'est différent parce que c'est des navires. Mais ça ressemble plus à des bateaux, c'est ça. Voilà, c'est des Donc navires. là, c'est des vrais vaisseaux spatiaux. Oui, c'est vrai. Il me semble qu'il y a 2 épisodes où en fait on le met un petit peu en comparaison avec d'autres vaisseaux, parce qu'il y a je crois que c'est 2 épisodes où ils se retrouvent plus ou moins volontairement épisode dans la mer des Sargasses. Donc là ils s'en donnent à cœur joie parce qu'ils ont dessiné plein de vaisseaux. On a l'impression qu'ils sont faits uniquement pour mettre le Cyberlab en valeur, parce que c'est juste des vieux trucs, c'est les navettes de Vega, tu sais. Ouais, c'est les Golgoth vis-à-vis de Goldorak, quoi. C'est complètement ça, quoi. Ouais. Il y a cet aspect-là, ils ont dessiné plein de vaisseaux différents. Il y a une espèce de concours qui va faire le truc le plus vieillot et tout, et c'est un côté vraiment mise en valeur du vaisseau de Flamme. Ah, c'est le cheval blanc un peu, hein. C'est ça. En fait, la plupart des vaisseaux qu'on voit dans la mer des Sargasses, c'est des vaisseaux de transport pur, alors que le Cyberlab, il a une fonction qui est tout à fait autre, qui est l'exploration. Ah, pas faux. Il me rappelle beaucoup l'Enterprise de Star Trek, dans le style de design. Ouais, dans le côté fin de certaines parties. Et qui a exactement le même but. À mon avis, c'est la logique de design est partie de là. Ça sent effectivement l'inspiration. Ouais. C'est pas foufou, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, parce que quand tu repenses à Ulysse 31, c'est sympa de faire la comparaison. Moi, je pense tout de suite à plein de vaisseaux, quoi. Tu vois, une pléthore de vaisseaux qui sont moindres dans Flamme. Effectivement. Après, peut-être les aventures ne s'y prêtaient pas, tu vois. Il y a un peu de ça. C'est vrai. Alors après, il y a dans certaines aventures, comme on vient de le dire, des gros vaisseaux de transport, où du coup le Capitaine Flamme se retrouve aux commandes de ces vaisseaux-là, mais effectivement, est-ce que ça viendrait pas du fait aussi que les produits dérivés, souvent, il y a plein de vaisseaux, donc on fait plein de produits dérivés, du coup c'est pour ça qu'il y a peut-être pas énormément de produits dérivés Capitaine Flamme, mais c'est vrai qu'on aurait été en droit de s'attendre à un éventail plus large de tiens, aujourd'hui j'allais me promener sur telle planète, il y a plein d'eau, tiens je vais prendre ce véhicule-là, tiens là oui c'est plus tel type de sol, je vais prendre ça. Alors on n'envisagera pas le fait qu'ils n'avaient pas d'idée pour le design des vaisseaux des Capitaine Flamme, mais bon, on ne sait pas. Pour continuer dans ce côté un peu technologique, une grosse partie qu'on a décidé de faire sur ce numéro, c'est justement tout l'aspect technologie face à l'humain. C'est la partie un peu, effectivement, C'est pas sorcier ou autre émission scientifique. Donc est-ce que, oui, Zemikado, vous pouvez nous montrer un peu l'éventail de toutes ces technologies utilisées dans les différentes aventures du Capitaine Flamme? Et oui, et donc on vous a sélectionné vraiment le meilleur, hein. On a fait notre petite sélection avec Monsieur Twix. Donc il faut savoir que Edmond Hamilton était féru de science, sans être lui-même un scientifique, donc il est parti de théories scientifiques en vogue pour créer la technologie de l'univers du Capitaine Flamme, en gardant la fantaisie, des fois beaucoup de fantaisie, caractéristique de son œuvre. Donc nous allons commencer par Mikado qui nous a sélectionné le pistolet à protons, parce que c'est vraiment l'arme du dessin animé, hein. En gros c'est un petit peu le pistolet de Ghostbuster, et également c'est le plus gros des canons du Cyberlab, et c'est vraiment l'arme qui est utilisée dans le dessin animé. Voilà, si t'as pas ton pistolet à protons, t'es nul, quoi, t'as rien. Voilà, c'est un 195 freins. Et il peut se régler un peu comme dans Star Trek, justement, pour juste assommer les gens. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que Capitaine Flamme ne tue pas. Ah, oui et non, parce que ça, c'est débat. Parce que le Capitaine Flamme... il le dit lui-même. Ah, il le dit lui-même, et tous les vaisseaux qu'il explose... et quand tu comptes, il y a quand même du dégât. Hein, parce qu'il ne tue pas, mais il faut pas l'embêter. On voit pas les capsules de survie qui s'échappent, c'est tout. Non, c'est il tue qu'en dernier recours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent d'autres cours. Ah non, parce que il le dit quand même, effectivement, et il le dit en plus à la troisième personne, hein, oui, le Capitaine Flamme ne tue jamais personne, et il vous en prie. Alain Delon vous en prie. Et voilà, c'est ça, Alain Delon est un gaz. Alors, dans la série de nos inventions loufoques, nous avons aussi le vol oscillatoire. Ah, le vol oscillatoire. Alors là, on rentre dans la catégorie des innovations technologiques avec des explications où, franchement, on commence à avoir les yeux qui se brillent. Donc, le vol oscillatoire permet, grâce à un faisceau électromagnétique à très haute fréquence, de dépasser la vitesse de la lumière, en pliant puis en compressant la distance à parcourir sous forme de sinusoïde. Ça a l'air très clair comme ça. C'est ça qui est, je trouve, malin dans ce dessin animé. C'est ce qu'on disait, s'il y a quand même une notion avec des grosses guillemets scientifiques au dessin animé. J'aime beaucoup comment c'est expliqué, parce que ils vont te prendre une feuille, voilà, tu vois, t'as ta feuille qui va du point A au point B. Si tu la plies un peu en forme d'oscillo, tu verras que ta feuille elle est plus courte, et donc tu mettras moins de temps d'aller à ton point A, ton point
point B. Ah bah oui, pourquoi on n'y a pas pensé avant, tu vois. Mais c'est vrai que l'explication dans le dessin animé en elle-même est pas super simple non plus, quoi. Bah si, justement, pas tout, mais le vol oscillatoire, vol oscillatoire, tu vois, c'est extrêmement facile d'interprétation. Oui, c'est une courbure de l'espace-temps pour aller plus vite. Voilà. Ce qui est un concept très basique de la SF, en règle générale. Ah bah là, je veux bien te rejoindre. Ne connaissant pas grand-chose en SF, je veux bien entendre que c'est... c'est tout simplement tous ces concepts, la vitesse lumière dans Star Wars, c'est l'hyperespace dans beaucoup d'histoires de SF. D'accord. Ouais, c'est la base, le vol oscillatoire finalement, voilà. Sauf que c'est un nom différent. C'est en gros, grâce à des champs de gravité, tu compresses l'espace-temps et tu crées ce qu'on appelle des trous de verre. Ça, c'est une véritable théorie scientifique qui existe aussi de nos jours. Pareil, la technologie, on n'est pas près de l'avoir, mais au moins on a la théorie. Donc le trou de verre, c'est un trou dans l'espace qui te permet de passer d'un point A à un point B sans passer par ce qui est entre les deux. Dans les registres, on va dire, science-fictionnesques, les plus connus, c'est les portes des étoiles de Stargate ou les relais cosmodésiques de Mass Effect. Et c'est encore plus clair avec les relais cosmodésiques où t'es obligé de passer de relais en règle générale. Là, ce qui n'est pas le cas du tout. Hein. Si, parce que tu rentres dans l'hyperespace pour en ressortir, pour en re-rentrer. Bah, le relais, il est directement sur le Cyberlab. Quand, en fait, le vaisseau, il a une particularité, c'est que ces 4 réacteurs, tiges, enfin, je sais pas comment on doit dire, se mettent à tourner à une vitesse folle, donc ça fait vraiment un cercle, et c'est ce qui permet de faire entre guillemets ce vol. Oui, mais c'est la différence, c'est que là c'est le Cyberlab qui fait son propre trou de verre, mais il passe par une série de trous de verre, et il fait pas un point A. Ah, bah je te cache pas que ça m'a échappé, mais bon. Voilà. Et c'est ça le truc, c'est que ça échappe un petit peu quand même. Hein. Et bah dans le genre encore plus simple, il se passe une aventure où Capitaine Flamme reçoit un message du passé, mais pas de n'importe quel passé, un truc genre 1 million d'années en arrière. Et bah ils disent ah bah ça tombe bien, avec le professeur on est en train de bosser sur une machine à remonter le temps. Donc en toute simplicité, bah ils la mettent en place. T'as aucune explication de comment elle fonctionne, donc même pas de théorie du professeur Spade pour... Marty 2,21 le correcteur gigawatts. temporel ou je ne sais quoi. Et que dalle, rien. Eh oui. De mémoire, est-ce qu'ils ajoutent un petit accessoire sur le Cyberlab ? Je crois, je suis pas sûr. Oui, un volant en fourrure. Et un déo rétro. C'est ça, en volant moumoute cher à Yetcha, tu vois. Et puis voilà, terminé, il voyage dans le temps sans aucune difficulté. Dès le premier essai, bien évidemment. Oui, c'est ça qui est top, c'est que oui, on l'a testé, on a fait reculer un ours en peluche de 30 secondes. On devrait pouvoir faire un saut de 100 millions d'années. Même pas là. C'est ça, j'adore. Et puis après, bah tiens, si on allait voir le Big Bang. Et en plus, Mala, dans le passé, il se prend un gros râteau. Enfin bon, bref, quoi. Parce qu'il rencontre une jeune femme là-bas. Bon, on s'aperçoit que les humanoïdes peuvent tomber amoureux. Ils tombent amoureux ensemble. La jeune fille, d'ailleurs, parle très rapidement le français, donc c'est très drôle. En 2 coups de cuillère à peau, elle a appris à parler comme nous. Et pour finalement partir avec le prince. Donc, c'est une tristesse absolue. Mala pleure et tout. Enfin, elle est jolie, bien qu'un peu volage. Mais voilà, c'est ça. Je n'aurai qu'un mot là-dessus, un ratata nicôme. Et voilà. C'est ça. Donc on a aussi, c'est dans le dernier voyage, la machine à fusionner les espèces vivantes. Donc celui-là est assez top. Et en fait, ça se base sur un cristal qui recouvre la paroi d'une caverne, qui est la caverne de vie, et qui permet de recevoir pleinement les rayons cosmiques, et donc de mieux concentrer, d'agir sur les gènes et les chromosomes des êtres vivants. Ce qui nous fait une planète remplie d'hommes lions, d'hommes serpents. Et remplie du bébé de chaud. Et donc un homme, effectivement, un homme corbeau qui n'est pas sans rappeler Michel Rocard, il faut le dire. Donc il y a une armée de Michel Rocard partout, c'est absolument génial, ça rappelle le bébé de chaud. Ah oui, complètement. Mais on vous a quand même gardé le meilleur pour la fin, parce que moi j'ai un affect particulier pour le Telex laser, parce que déjà le Telex c'est un truc à l'époque ça se disait tout le temps quoi. Et suite à la disparition du vaisseau de Johan, donc là le capitaine Flamme se sont personnellement investis, il demande donc au président de New York, du monde, de lui envoyer sur son Cyberlab le dossier par Telex laser. Et on a évidemment il aurait pu lui envoyer par tatouage D, mais... on a évidemment aucune explication, mais aujourd'hui on dirait par mail ou tu vois un truc comme ça, je pense. Par Cosmomail. Ouais, par Telex mail. C'est ça. Mais Telex laser, Telex et laser, c'était quand même les mots d'époque quand même. On fait de la science-fiction, on la fait pas. C'est ça. C'est un genre de Minitel nucléaire. Voilà, c'est ça. Dans la série des incontournables, incompréhensibles, c'est le tout début, quoi. C'est le tout premier épisode, et c'est globalement la première invention qu'on se prend dans la tronche, c'est le cosmolinéaire. Le capitaine Flamme est
attendu par le président Cachou. Et en fait, il arrive avant les autres parce qu'il est venu en cosmolinéaire. Et l'explication s'arrête là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il arrive dans une espèce d'entrechat un peu de Bolchoï sous en fait. Et pouf, il apparaît là. Mais non, je suis arrivé en cosmolinéaire. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais celui qui trouvera pourra gagner une boîte de chocolati. Métro de l'espace ? Ah non, il est à l'heure, c'est pas bon. Je ne sais pas. On ne sait pas, mais ça lui permet d'aller plus vite que la lumière, plus vite que son vaisseau, et peut-être même plus vite que lui-même. Bon, bah écoutez, merci Igor et Grishka. Il y a aussi toute une dimension sur la victoire de l'humain, l'intelligence et toujours la technologie. Donc Spades, tu voulais nous évoquer un peu ce pan du dessin animé. Tout à fait, parce que si l'une des forces de Captain Flamme, c'est l'incroyable imagination de Hamilton en termes de technologie, il ne place jamais la technologie comme étant la solution à tous les problèmes. Ce qui sauve à chaque fois Captain Flamme et ses amis, c'est son intelligence et son impétuosité. Il est courageux, il est intelligent, il y va. La technologie, c'est pas une solution, mais c'est même carrément un problème dans la plupart des cas, quoi. Il est obligé de se servir de son intelligence pour trouver une solution pour contrer ça. Je pense notamment à l'épisode avec la ville de robots, où il se retrouve coincé et transformé en métal au fur et à mesure, et il a très peu de temps pour réfléchir, pour trouver une solution, pour que Simon réussisse à choper un flingue et réussisse à les sortir du rayon. Voilà, c'est la technologie, ça aide, c'est cool, mais ça peut être dangereux. Wiz le signalait quand on préparait l'émission, c'est souvent qu'il est fait référence à des civilisations de très haut degré qui se sont complètement effondrées. Et c'est vrai que on a quasiment une référence par voyage. On a vraiment cette fascination pour l'avènement et la chute des civilisations, mais ça sonne comme une mise en garde envers notre propre civilisation. Parce que c'est la civilisation humaine qui est la civilisation dominante dans l'univers du Captain Flamme. Donc si les avancées technologiques doivent nous aider, faut faire très attention. Il y a toujours dans l'épisode de la ville des robots, on apprend l'histoire de cette ville-là, qui était une ville humaine par des descendants de DNF, qui se sont rabattus sur les robots pour faire toutes les tâches, et qui au bout d'un moment, les robots se sont débarrassés d'eux, quoi. C'est un peu Terminator avant l'heure. Mais l'autre truc, c'est que Captain Flamme, c'est aussi un héros noble. Pour expliquer ça, Hamilton, forcément, s'inspire beaucoup de ses lectures de jeunesse. Donc on peut penser à Alexandre Dumas et Walter Scott. Donc Walter Scott, c'est Ivanhoe. Alexandre Dumas, pas besoin de le présenter, je pense. Mais surtout, on peut penser à Anthony Hope, qui lui inspirera le roman Les Rois des Étoiles. Captain Flamme, dans cette logique-là, c'est un véritable chevalier. Un chevalier du futur, mais ça reste un chevalier avec un code moral qui le pousse à aller au secours de la veuve et de l'orphelin. Comme souvent dans les pulps à cette époque, je pense notamment à Doc Savage, Captain Flamme est supérieurement intelligent, fort, agile et compagnie, mais jamais il va se montrer comme s'il est vraiment au-dessus des autres. Il se sert de ses capacités pour aider son prochain. Par exemple, Edmond Hamilton va travailler sur Superman quelques années après, et pendant de longues années, et c'est aussi ce schéma-là qui va apporter à Superman. Si Superman est quelqu'un qui est jamais prétentieux malgré ses pouvoirs, et qui veut aider, tout simplement parce qu'il doit aider, parce qu'il en est capable, ça vient de Edmond Hamilton. Captain Flamme, il répond aux appels au secours de tout le monde, sans se poser de questions. La personne peut être un humain, peut être de n'importe quelle race, il y va. Et là, Yetcha soulevait le côté colonialiste des origines de l'univers de Captain Flamme, et ça va à l'encontre de ça. Parce que pour lui, tout le monde est égaux, sans distinction d'origine. L'un des autres points au niveau de l'éthique, c'est que l'opposition de Flamme avec son ennemi héréditaire Calonne, c'est une démonstration même que l'intelligence sans éthique est un véritable danger. Flamme est intelligent et s'en sert pour le bien, Calonne est intelligent et il s'en sert pour le mal. Voilà. Un autre pan très intéressant est évidemment l'OST. Il y a des fans et puis des détracteurs d'une partie d'utilisation du générique, notamment en français dans les épisodes. Donc Wiz, je te laisse nous évoquer tout ce pan musical du dessin animé. Alors ça change énormément de la pitoyable musique de Running Man. Enfin, on a quelque chose de topissime.
Perso, pour moi, le Capitaine Flamme, c'était d'abord la musique. Le premier truc qui m'a vraiment accroché dans l'histoire, c'était cette BO. Vraiment, je suis resté comme 2 ronds de flanc dès les premiers épisodes. Et avant de rentrer plus avant dans les histoires, j'avais envie de regarder pour la musique. C'est vraiment le premier truc qui m'a filé une grosse claque. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je continue à regarder avec plaisir toutes les aventures. Et le plaisir de réécouter cette musique dans son contexte, il y est quand même pour beaucoup. Bah, moi, si je peux me permettre, je le dis tout de go. On en a déjà parlé dans différentes émissions. Par exemple, celle de Ulysse 31, elle est très 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 bonne. Mais honnêtement, la musique, tu vas développer, mais de l'OST japonaise de Capitaine Flamme, pour moi, c'est mon OST de dessin animé préféré. Voilà, c'est quelque chose que j'écoute très 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 souvent. C'est pas de temps en temps, c'est j'écoute très 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 souvent parce que chaque morceau te reste en mémoire, quoi. Vraiment, et en plus c'est très 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 pertinent. Donc effectivement, il faut savoir que quand ça a été diffusé en France, hormis le générique, la musique de fond qui est utilisée, c'est la musique d'origine de la version japonaise. Donc la BO a été composée par un monsieur qui s'appelle Yuji Ono. C'est donc un pianiste et compositeur de jazz japonais. Et en France, mais pas que, on le connaît énormément et surtout pour son travail sur Le Capitaine Flamme et Edgar de la Cambriole. L'un comme l'autre d'ailleurs sont dans un style assez similaire et extrêmement typique de l'époque. On est à un moment où le jazz qui était sur une phase un petit peu expérimentale avec l'introduction de synthétiseurs encore un petit peu rudimentaires pour l'époque commence à se lier avec des éléments un petit peu plus funk. Ça peut même aller jusqu'au disco comme a pu faire Herbie Hancock à l'époque. Et on a une musique qui est très rigoureuse, donc il y a vraiment ce côté jazz très rigoureuse, très produite avec un son extrêmement riche, très travaillé, mais quelque chose qui est aussi finalement assez immédiat, je vais pas dire commercial parce que le terme est péjoratif, mais ça passe tout de suite, on n'a pas l'impression d'être dans une musique élitiste, ça sonne immédiatement, et pour moi c'est le summum du son vinyle et des productions de l'époque. Pour moi c'est vraiment le moment où on est allé au plus génial de ce qu'on pouvait faire, quoi, en termes de production. Il faut noter aussi que, bon, bien entendu, vu la série, on est dans une ambiance qui est très cosmique, logique parce que c'est le Capitaine Flamme, mais ça s'inscrit aussi très très bien donc dans le fameux revival du space opéra avec donc Star Wars qui était sorti peu de temps avant, et puis aussi Rencontre du troisième type, ou même dans un côté un peu plus rigolo Moonraker. Enfin voilà quoi, tout le monde saute dans un vaisseau spatial, donc la musique un peu cosmique est très d'époque aussi. Voilà, donc le disque est sorti en 1979 et a été édité en 2001 sous la forme d'un double CD où on a presque tous les titres. Pour ceux que ça intéresse, la BO d'origine a été rééditée l'année dernière en vinyle. Le disque, je l'ai acheté, il est très bien, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être un officiel. Donc, je vous ai préparé un petit medley de thèmes représentatifs de cette BO que je conseille ultra chaudement. Donc voilà, on peut s'écouter un petit mélange tout de suite.
Donc, comme on disait, en France, il n'y a que le générique qui a été modifié, donc on l'a déjà écouté tout à l'heure. On peut quand même rappeler qu'il a été composé par Jean-Jacques Debout, que c'est donc un classique. Si c'est pas le classique absolu des 80s, la seule chose qui est un petit peu pénible à la longue, c'est que le morceau, il est ressorti à toutes les sauces. Des fois, on va l'entendre 15 fois dans un seul épisode. Ça peut parfois prendre le pas sur une musique existante où on l'entend encore des fois un peu en fond. Ça arrive même que ça coupe carrément la parole à des personnages. Moi, ça m'a coupé dans mon élan sur plein de trucs en visionnage d'épisodes, hein, franchement. C'est... Le Capitaine Flamme, il va aux toilettes, la musique, elle démarre. Non, mais des fois, on a l'impression qu'ils savent même pas qu'ils vont déclencher, quoi. T'as Capitaine Flamme, il court, ils mettent la musique, il court pour rien. Oui, c'est ça, le mec a appuyé sur le bouton par erreur. Oh mince, Robert. Et moi, je suis comme je suis vraiment un amoureux de cette musique. Et des fois, souvent même, ça couvre la musique de Ono. Quand tu l'entends, après tu t'entends que ça, quoi. Tu vois, enfin, c'est pénible. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a retenu aussi bien. C'est ce matraquage. Je pense aussi, matraquage. Non, mais c'est clair. La musique, elle était quand même très calibrée. Debout est un grand professionnel. Mais ce qui fait qu'on retient par cœur ce générique, c'est que t'as les 2 génériques. Donc 2 fois, tu dois l'avoir au moins 4 fois par épisode, minimum. Donc sur une histoire de 4 épisodes, tout de suite ça chiffre, quoi, tu vois. Ça reste quand même une bonne musique. Mais c'est ça, après tu vas marteler 50 fois de la merde, ça restera de la merde. Là on a quand même un truc qui est topissime, et c'est presque dommage de le marteler autant parce que ça finit à la longue par devenir insupportable alors qu'on a quand même Moi je trouve que ça dessert beaucoup plus le titre que ça ne le met en valeur. Oui, mais c'est parce que aussi on s'est enchaîné les épisodes et voilà, quand on était dans une diffusion normale et classique, ça passait. Oui, évidemment. Moi, j'ai une petite anecdote, moi, que j'aime évoquer régulièrement avec Mr. Wiz il y a quelques années maintenant. Nous avions été à la Glooby Boulga Night et évidemment, de tout ce qui était passé, quand il y a eu le générique du Capitaine Flamme, la salle était en transe. Donc, faut dire que c'est le best générique de dessin animé français ever, je trouve. Ouais. Moi, pour moi, il est loin devant et juste après, t'as Ulysse 31. Alors, après la France, un petit aparté concernant la BO allemande, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont développé une BO complète de remplacement, de substitution, et en Allemagne, ils ont fait une BO complètement à part, composée par Christian Brun, qui a beaucoup composé pour la télévision, et qui, en particulier au niveau 80s, a fait la musique de Silas, de Zora Larousse, et des aventures du jeune Patrick Paccard. Il a aussi composé pour France Gall et Mireille Mathieu, mais bon, ça c'est autre chose. Franchement, le disque est très écoutable, un poil plus moderne on va dire parce que la BO est sortie un petit peu plus tard, mais ça reste que très cosmique, très funk, très chaloupé et ça s'écoute avec je trouve vraiment beaucoup de plaisir et ça commence avec le générique que je trouve vraiment génial qui n'est pas chanté alors que pour tous les autres généralement c'est chanté, c'est un instrumental avec juste un chœur de femme qui rappelle un petit peu, moi je trouve que ça rappelle énormément même la musique d'Il était une fois la Révolution de Morricone, c'est le même timbre de voix et ça rend je trouve absolument génial, c'est un côté complètement irréel. Donc voilà, c'est un disque qui s'écoute avec beaucoup de plaisir. Alors pour clore ce chapitre, on a eu les bonnes BO, on a ensuite les choses un petit peu plus discutables en vrac comme ça pour terminer. En particulier, je pense que le générique de la version italienne est à se tirer une balle. Ça aurait mérité d'apparaître dans notre cadeau bonus sur l'Italo Disco. Sinon, on a aussi la version espagnole qui est pas terrible. L'américaine, elle est bien. L'américaine, ça va, mais je trouve que c'est quand même un gros cran en dessous. C'est parce que nous, on pense à Capitaine Flamme, on pense à Debout, donc il y a rien qui peut le surpasser. C'est un peu ça. En dehors de du Japon, de la France et de l'Allemagne, c'est moins bon, voire carrément mauvais. En termes de DVD et autres médias pour profiter du Capitaine Flamme, Yetcha, qu'est-ce que tu nous as trouvé et sélectionné ? Alors, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a un coffret qui est sorti en avril 2002, composé de 7 DVD.
On a un format sonore classique avec du mono. On a en bonus juste une présentation des personnages, un petit synopsis, quelques bandes annonces. L'image est plutôt bonne. Elle retranscrit bien la qualité du dessin animé. Ce qui est important de noter, d'ailleurs, Michael Twix l'avait dit tout à l'heure, on peut voir les épisodes avec ou sans générique. Donc c'est pas mal si on doit enchaîner les épisodes, c'est pas mal de couper ces trucs-là. Après, les quelques bonus sont vraiment limités. Le problème, c'est surtout qu'il y a beaucoup de bonus cachés et parfois bien cachés. On en parlera et je vous les détaillerai dans le billet que vous pouvez voir dès à présent sur le site itslepodcast.fr. Il y en a certains qui sont quasiment introuvables, quoi, pour avoir des fiches de personnages supplémentaires, etc. Il se trouve assez facilement ce coffret à 30-40 euros. Et pour les nostalgiques qui veulent découvrir ce dessin animé ou le revoir, c'est vraiment une très très bonne acquisition. Hein. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez vous jeter dessus sans souci. Bizarre qu'il n'y ait pas réédité un coffret un peu remasterisé ou je ne sais quoi. Bah oui, mais bon, c'est... Donc, et en termes de produits dérivés et autres jouets, goodies ou jeux vidéo, est-ce que des choses existent autour de l'univers du Capitaine Flamme ? Eh ben, pas tant que ça. Ulysse 31, je suis désolé, je fais des parallèles. Il y avait quand même beaucoup de très beaux jouets, hein, vous vous rappelez, de la gamme Poppy, etc. Best jouet ever, hein, j'ai envie de te dire. En revanche, sur le Capitaine Flamme, il n'y a pas grand-chose. Hein. De mémoire, ça se faisait vachement à l'époque, les figurines souples, tu sais, avec des bras disproportionnés, tout ça. Donc plutôt moche. Hein. Très, très moche. Ouais. Et tu avais très peu de personnages. Moi, je pense tout de suite un peu à un Capitaine Flamme bleu. Je sais pas si ça vous parle. Oui. Très 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 moche. Pareil, le Cyberlab, Cosmolab un peu en plastoc, ou en tout cas pas du tout avec les couleurs du dessin animé. Oui, voilà, c'est ça qui est gênant. C'est les couleurs sont un peu criardes et bon, faut vraiment jouer pour le coup. Oui, voilà, c'est le Cyberlab. Bon, il est plutôt fait de gris et de différentes teintes, tu vois, de gris. Mais là, on a du bleu, du jaune, du rouge, etc. Donc c'est vraiment pas un très bel objet. Ouais. Et j'ai envie de te dire que le seul jouet qui s'en sort un peu à l'époque, c'est les robots Krag, parce que c'était, tu sais, des gabarits de robots d'époque. Bon, ils ont un peu collé la tête de Krag. Je pense qu'en France, ça aurait fait parfaitement l'affaire. Mais en toute objectivité, aujourd'hui, le jouet est pas très beau. En revanche, je vais retenir une petite chose, parce que moi, en Capitaine Flamme, je n'ai absolument rien, sauf un puzzle, parce que bon, ça fait partie des produits dérivés. Une fois, j'avais trouvé dans une broc ou un truc dans ce genre-là, évidemment, un puzzle Capitaine Flamme, donc voilà. Je pense qu'en creusant un peu, il y a quand même beaucoup plus de choses, mais en tout cas, sur le territoire français, il y avait très 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 peu de produits dérivés, et en plus, ils étaient pas géniaux. Ah, moi, j'avais eu un Capitaine Flamme qui était beaucoup plus gros que des figurines Star Wars, genre un gros Big Jim. Exact, il y a eu un modèle Big Jim, ouais. Et je l'ai complètement fracassé, il doit me rester un pistolet à proton et une jambe ou un truc comme ça chez mes parents quelque part. Oui, c'est vrai. Il y avait quand même le classique album Panini. Moi, je l'ai eu personnellement, je l'ai fini et c'est vrai que c'était un grand classique. Je m'en souviens plus de ça. Ouais. Je l'ai eu. Et puis, pour rester dans ce format papier, il y a eu dans un Pif Gadget, le Pif Gadget numéro 636 de juin 81, que j'ai encore, en vrai. Oh oui, c'est une relique. Il y a une histoire spéciale qui s'appelle La planète robot. Sur quelques pages, je me souviens plus exactement du nombre de pages, mais il y a une histoire écrite spécialement pour Pif Gadget. J'ai scanné les pages et on vous mettra ça aussi en téléchargement sur le site. Ah, cool. Et pour la petite anecdote, là j'étais en train de fouiller sur le net et je viens de tomber sur un set d'époque qui comprend Mala, Krag, le Capitaine et le fameux Cosmo linéaire. Oh, qu'est-ce que c'est alors? C'est le Cosmolem. Ah, il y a une erreur de trad. Hein. Apparemment, oui, ce qu'ils appellent le Cosmolem. Oh là 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 là, le cliffhanger, quoi. Bon, alors après ce balayage des différents aspects du dessin animé, on va attaquer la conclusion collégiale du Capitaine Flamme. Alors, notre première question sur cette conclusion était quelle est la place du Capitaine Flamme dans les dessins animés des années 80 et dans les dessins animés aujourd'hui? Alors, c'est vrai que l'ensemble des chroniqueurs est assez unanime pour dire que le Capitaine Flamme est clairement soit numéro 1, soit au pire dans le top 3 à 5 des dessins animés des années 80. Sorti de ce dessin animé, on a Tom Sawyer, l'inspecteur Gadget, mais ça reste une référence comme les It était une fois qu'on a déjà mentionné, puis effectivement des trucs un peu scientifiques puisque c'est vraiment l'aspect scientifique qu'il faut retenir, mais ça reste quand même un dessin animé vintage qui doit être pris comme tel et qu'on ne doit pas chercher à comparer avec des dessins animés, des standards actuels qui ne correspondent plus de toute manière par rapport à ce qui était fait dans les années 70.
est-ce qu'il y a un futur pour le Captain Futur ? Alors il y a un fan film ou un projet de film prévu en 2018, donc au niveau de cet aspect-là, les chroniqueurs sont partagés, notamment on a Wiz qui est absolument contre. C'est vrai ça. Voilà, c'est vrai ça. Et puis après, les autres chroniqueurs qui sont pourquoi pas, mais faut qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Ah non, le peu qu'on a vu du film de Christian Albartl, ça me donne vraiment pas envie. Le trailer ne donne pas envie, voilà, c'est ça. C'est autant une adaptation de Captain Future, le personnage de roman, j'aimerais ça, que d'avoir un truc qui repompe intégralement le design du dessin animé de 79 avec des effets spéciaux moches comme on a vu là. Non, moi ça m'intéresse pas, quoi. Je suis d'accord avec toi, Spade, effectivement. La dernière partie qu'on aborde souvent dans nos sujets, c'est est-ce qu'on peut conseiller son visionnage aux générations actuelles, on va dire. Oh oui, 1000 fois oui. 1000 fois, je sais pas, mais 2000 fois. Effectivement, si on prend cela comme un dessin animé vintage, on peut être apte à apprécier toute la patine et tout ce qui a été mis dans ce dessin animé. Alors après, si on reprend les parties les unes après les autres, en termes d'histoire, on a déjà évoqué le découpage en aventure et en épisodes, avec cliffhanger, résumé, ainsi de suite. Ça, je pense que c'est tout à fait applicable encore aujourd'hui en termes de fonctionnement. Après, un peu trop long pour être diffusé tel que sur les chaînes qui diffusent d'autres dessins animés actuellement. Après, en termes d'animation, l'animation du dessin animé Capitaine Flamme est certainement le point faible, on va dire, du dessin animé. Autant sur le graphisme et donc les dessins, c'est tout à fait... Ça dépend. Il y a 2-3 fois où Captain Flamme est dessiné par un stagiaire. Alors, non. Dans cet épisode, il a le menton d'un frère Bogdanov. Oui, mais ça reste dans le côté spatial aussi, je veux dire, on est là. Ouais, et puis d'éveiller de la couleur de cheveux qui change d'un plan à l'autre aussi. Mais bon, c'était l'époque, hein, c'était normal. Hein, il y avait... Dans sa globalité, il est tout à fait visionnable en termes de... Ah oui. Voilà, c'est d'un point de vue graphique, ça passe. Mais ça pêche en animation, ça, on est... Dans les perspectives. Ouais, mais ça choque pas plus que ça. Justement, je trouve que même à l'époque, il était déjà un petit peu en deçà de ce qui pouvait être produit. Oui, je pense pareil. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme exemple, comme contre-exemple de cette époque ? Ulysse 31, Les Merveilleuses Cités d'Or. C'est vrai. Les séquences où t'as des cavalcades ou des trucs comme ça, où on est censé avoir une foule de personnages et où en fait ça réutilise toujours le même plan qui passe en boucle. Ça c'est un truc, la première fois tu te dis ok, il manquait de temps pour finir l'épisode, c'est pas grave, mais en fait c'est un procédé que tu retrouves quasiment dans tous les épisodes à un moment ou à un autre. Dès qu'il y a plus de 3 personnages identiques, bah tu vois que c'est toujours ces 3 plans qui sont passés. Mais le plus drôle, c'est dans l'épisode où on est collégialement d'accord pour tous dire que c'est le meilleur. Ah oui. La révolte des prisonniers. En fait, le tout début où il nous présente les 3 criminels les plus puissants du vaisseau, en fait, c'est le même personnage qu'ils ont retravaillé. Alors, les développe. Quand on les voit de profil, il nous les présente tous les 3 de profil l'un après l'autre. En fait, c'est à chaque fois le même skin qui est légèrement modifié d'un cas à l'autre. Il y en a un qui a la barbe, l'autre qui a pas la barbe, le menton un peu plus grand, mais ça se voit au nez, c'est toujours le même dessin. Ça m'a pas sauté aux yeux, mais... Ouais, pareil. Moi non plus. Si, moi ça m'a sauté aux yeux, ça m'a fait rire. Et puis, on n'en a vraiment pas parlé, mais le doublage du dessin animé est exceptionnel. Parce que, petite anecdote, faut savoir qu'il existe un épisode en plus de la saga, on va dire, classique, qui est une OAV, épouvantable, que j'ai essayé de regarder. J'avais jamais vu parce que Wiz me l'a toujours interdit. Il m'a dit je te prête mes DVD. Je vous parle d'une affaire d'il y a 10 ans, je les ai gardés 10 ans ces DVD. C'est pas faux. En revanche, tu ne regardes pas le téléfilm, pardonnez-moi, dégueulasse. Et bon, j'ai quand même le testé parce que je suis quelqu'un de très consciencieux et c'est épouvantable. Le dessin, on sent qu'il y a un downgrade esthétique. Enfin, tout ne marche pas. J'ai dû voir 10 minutes et surtout, on retrouve pas les voix françaises officielles du Capitaine Flamme parce que faut savoir que la voix française de Flamme, c'est Philippe Auguste, qui est entre autres la voix de Edgar de la Cambriole, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Wiz, plus récemment de Ken le Survivant, et puis de Bobby Wing, enfin plein de trucs comme ça. Il a un timbre de voix qui est vraiment très reconnaissable. Et puis donc dans cette OAV, c'est pas Monsieur Auguste, donc ça le fait pas et c'est épouvantable. Et en plus, je trouve que le doublage d'Auguste apporte une énorme valeur ajoutée au Capitaine Flamme dans le sens où ça pose le personnage dans le sens posé, réfléchi. C'est une voix de héros. Au-delà de ça, c'est vraiment la personne très réfléchie qui est vraiment d'un calme olympien et qui, tout état de cause, ne perdra jamais son sang-froid. La voix me donne cet effet, quoi. Par contre, au niveau du doublage, je ferai un seul reproche, c'est sur le personnage qui est présent dans 2 voyages et dans les 2 voyages, il n'a pas le même doubleur. Ah oui, c'est pas toujours la même voix.
Bah là, il y en a une, c'est Magnum, là, la voix, c'est Francis Lax. Francis Lax, ouais, et l'autre, je sais plus. C'est le seul reproche à faire, sinon le doublage est impeccable. Je crois d'ailleurs que Sirf a quelque chose à annoncer. Oui, d'ailleurs, à ce propos, au niveau du doublage, donc j'ai eu l'immense honneur de recevoir Monsieur Philippe Auguste qui nous a accordé pour It Is le podcast une petite interview pour nous parler un peu des souvenirs qu'il a de cette série et de ce personnage et donc de cette voix qui a une partie donc sur le doublage. Voici cette interview donc pour vous auditeurs, auditrices d'It Is le podcast. Monsieur Auguste, donc merci de nous accorder quelques instants pour une petite interview Capitaine Flamme. Alors, étant la voix du capitaine, est-ce que vous connaissiez la série avant d'être choisi et donc de commencer à doubler ? Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose donc que vous avez découvert au moment en arrivant sur le plateau. D'accord. Et comment avez-vous été choisi pour incarner J'ai été choisi par Michel Salva, qui estimait que ma voix correspondait au Capitaine Flamme, voilà. Comme toutes les choses que je faisais pour lui. D'accord. Il n'y a pas eu d'essai, là je l'ai fait directement, voilà. Mais au départ, vous savez, on en double pas beaucoup. C'est après, vu le succès, on en a doublé beaucoup, je ne sais plus combien. Mais Du coup, est-ce que c'est un personnage qui vous a tout de suite intéressé ? Est-ce que c'est quelqu'un où vous aimiez vivre les aventures ? oui, il était marrant, jeune, anticipation, marrant, personnage bien dessiné, c'était un personnage américain, hein. Captain Futur. Oui, c'est ça. Et j'avais trouvé ça tout de suite tonique, voilà. Et puis le concept de voyage, effectivement, qui Voilà, était assez particulier. À travers la stratosphère, les machins, les méchants, la petite qui est avec moi, tout ça, c'était vachement sympa. Et comment se passait l'ambiance sur le doublage de Capitaine Flamme ? Bon, c'était jeune, c'était marrant, c'était tonique, c'était... Voilà, on en faisait... je sais plus combien ça faisait de minutes, un épisode. Ah bah c'était 4 épisodes, donc de 26 minutes à peu près. Dans la journée qu'on faisait, non. Pour une aventure. Ah, donc, pour une aventure, bah on en faisait 3. Ouais, c'est ça. On en faisait 2 ou 3 ou 4, je sais pas combien. 2 le matin, 2 le soir, 2 l'après-midi. Voilà, c'est plus le titre qui m'est revenu dans la tête, Capitaine Flamme, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas revu. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment culte. Vous n'avez jamais revu le Capitaine Flamme ? Non. Ah, c'est fort ça. Jamais. Non. Et est-ce que ce serait une série que vous pourriez conseiller aujourd'hui pour un visionnage par les enfants ? Ah oui, tout à fait. Ça n'a pas bougé, c'est pareil, c'est éternel ça. Il y en a qui ont vieilli, mais ça n'a pas bougé. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, il y avait toute une dimension, donc il y avait notamment, comme souvent sur les dessins animés, la bande originale, qui était vraiment intéressante, la partition instrumentale notamment, et le fameux générique français, donc que tout le monde a en tête et qui se remémore effectivement dès qu'on parle de Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, c'est ça. Voilà. Ouais. Nous, ce dont on se souvient en ayant revu récemment les épisodes, c'est le côté intrusif du générique français. C'est vrai que dès qu'il se passait quelque chose, dès que le Capitaine Flamme arrivait, il y avait le générique français qui venait sur les épisodes. Est-ce que vous vous souvenez effectivement, parce que j'imagine donc qu'il y avait la bande son pendant que vous... Le générique, on le voyait pas, nous. On commençait à la première image pour le doublage. La chanson est venue après, tout ça, c'est venu après. Ça a été en post-production, effectivement, ouais. Ils sont venus Ils ont fait ça, mettre ça par-dessus. Ouais. Je crois que c'est Salva qui a écrit les paroles, comme il a écrit les paroles de Dallas. Il a vendu 1,5 million de Dallas, de disques de Dallas, donc il a dû faire son beurre avec Captain Flamme. Ah oui, le générique de Dallas, effectivement, ça fait partie, c'est aussi un générique. Lui, il a touché les droits, moi non. Voilà. Le Capitaine Flamme, donc, il y avait énormément de personnages qui étaient à peu près tous différents, avec notamment Mala, avec Krag, donc qui était un robot, Mala qui était un personnage qui avait la capacité de se transformer comme de la pâte à modeler, et avec donc le Capitaine Flamme qui partait à chaque fois à l'aventure et forcément au secours de la veuve et de l'orphelin. Et est-ce que c'est un personnage qui se rapprochait un peu des valeurs que vous défendiez ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez imaginé ? Non. Pas du tout. Dans les valeurs que je défends, moi, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec celles du Capitaine Flamme. D'accord. C'est une fiction. Moi, j'ai des valeurs en tant qu'homme, mais qui n'ont rien à voir. J'ai pas besoin du Capitaine Flamme pour avoir mes valeurs. J'ai mes propres valeurs, elles sont ce qu'elles sont. Voilà, mais j'aimais bien parce que... Mais c'était un petit peu facho quand même, hein, Capitaine Flamme. C'était un peu américain, hein. C'était un peu le drapeau. Ah oui, il y avait un côté patriotique, effectivement. Voilà, patriotique. Donc, merci beaucoup, Monsieur Auguste, de cette interview pour notre épisode sur Capitaine Flamme. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre temps et puis... Eh bien, merci. Merci à vous. Et puis, on continue tous à regarder Capitaine Flamme avec passion. Super. Merci beaucoup, Monsieur Auguste. Au revoir, à bientôt. Donc voilà, vous avez pu donc écouter cette interview de Philippe Auguste, qu'on remercie encore une fois très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour évoquer l'une de ses plus célèbres voix finalement, puisque c'est le doublage qui reste
vraiment dans les dessins animés qu'il a pu faire. Donc merci encore Monsieur Oguz. Et puis donc on ne peut pas non plus ne pas mentionner le site de référence quand on s'intéresse au Capitaine Flamme, qui est donc le www.capitaineflamme.free.fr. C'est une mine d'informations. C'est l'encyclopédie du Capitaine Flamme. Oui. C'est ça. Voilà, donc vraiment félicitations à toutes les personnes qui ont créé ce site. Et puis j'espère que vous aurez pris un grand plaisir comme nous à évoquer donc ce dessin animé absolument mythique des années 80 et qui le restera à mon avis encore un bon moment, surtout avec le retour en grâce du Space Opera. Je pense que ça va redonner un petit coup de projecteur sur le Capitaine Flamme. Donc on vous laisse nous donner vos commentaires et vos retours sur Facebook, sur le site 80slepodcast.fr et sur notre Twitter. Donc en vous souhaitant une très bonne journée. Et puis on va se quitter sur un générique japonais du Capitaine Flamme. Et puis on vous dit à très bientôt messieurs. Et puis salut, ciao. Salut à tous. 時は未来、ところは宇宙。光すら歪む果てしなき宇宙の海へ。愛機コメットを狩るこの男。銀河系最大の科学者であり冒険家カーティス・ニュートン。だが人は彼をキャプテン・フューチャーと呼ぶ。翼広げどこへだって行けた僕だった君を愛した時忘れてた翼がもう一度夢の空飛ぶことを教えた向いても宇宙どっちを向いても未来どこまで行っても宇宙どこまで行っても未来Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu déviens jusqu'ici, Capitaine Flamme, aussi loin que l'infini. Tu viens jusqu'ici pour sauver l'homme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu déviens jusqu'ici, Capitaine Flamme, si loin que l'infini, tu as sauvé le monde.